Alors, bonjour à tous. Merci d'être présents aujourd'hui pour ce webinaire qui va être consacré au mécénat. Nous avons la chance, l'immense honneur de travailler avec Julie Mayer, qui est déléguée régionale Hauts-de-France du réseau amical et co-gérante associée de Mécénat Co, une spécialiste du mécénat, qui saura voilà, avec plaisir répondre à l'ensemble de vos questions, à toutes vos problématiques en lien avec le mécénat. Mais avant de commencer, on fait une petite présentation. Je pense qu'un certain nombre d'entre vous sont habitués. Qu'est-ce que BGE Picardie? Qu'est-ce qu'en particulier notre équipe ESS? Elle est composée de 3 personnes. Alors moi, Célestin Boédard, je suis chargé de mission à l'accompagnement des structures d'ESS en émergence dans le département de la Somme. Je vais laisser mes 2 autres collègues parler et se présenter elles-mêmes. Ah oui, c'est vrai que si je désigne pas, bah Hélène, vas-y, en premier, si tu es encore là. Ça, c'est dans le blanc. Bonjour à tous, Hélène Rouzet. J'accompagne les entrepreneurs de l'ESS de l'Oise, du territoire de l'Oise. Et enfin, Bonjour à Marie tous, Laure. Marie-Laure Carlu, et moi j'accompagne donc les entrepreneurs de l'ESS sur le département de l'Aisne. Bienvenue. Merci à vous. Donc, Starter ESS, parce qu'il faut le rappeler, nous sommes financés par la région Hauts-de-France. Starter ESS, l'objectif, c'est de pouvoir accompagner justement l'émergence de nouveaux projets d'économie sociale et solidaire au travers d'accompagnement individuel et collectif, comme on est en train de faire là à titre de webinaire. On fait de l'accompagnement à la création, mais on fait également du suivi structure d'économie sociale et solidaire si elles ont moins de 3 ans ou si elles n'ont pas d'emploi. Vous avez nos coordonnées, tac, et donc quelques petits rappels sur Teams. Donc comme je disais, et je le rappelle pour les personnes qui n'étaient pas encore arrivées, le webinaire est enregistré. Comme ça, vous pourrez trouver les moments qui vous ont particulièrement intéressé. Je vous enverrai ça d'ici la semaine prochaine, à peu près. L'objectif, c'est de pouvoir diffuser le replay à vous, à ceux qui étaient présents aujourd'hui. Voilà, on va distribuer aujourd'hui beaucoup d'informations, donc forcément, ça va être difficile de prendre note de tout. Donc, ne vous inquiétez pas, vous aurez accès au replay et également au PowerPoint que je vous transmettrai. Sur l'utilisation de Teams, quelques petits rappels rapidement. Pour pouvoir participer dans le chat, vous avez une petite bulle en forme de bulle de conversation où vous pouvez écrire vos messages directement. Après, vous avez un autre outil qui est celui représenté par une petite main à côté d'un emoji. Et quand vous cliquez dessus, ça vous permet de lever la main. Alors, en ce qui concerne votre participation, donc Julie Mayer va présenter les différents éléments. Moi, je vous demande d'écrire vos différents messages dans le chat et en gros, quand il y aura des moments de pause, on mettra en avant vos questions de manière à ce que Julie puisse répondre à vos questions. Et puis voilà, sur l'utilisation de Teams, vous ne pouvez pas faire grand-chose d'autre. De toute façon, vous ne pouvez pas changer vos noms non plus. Et donc là, on va passer à un petit tour de table. Alors, on est un certain nombre de présents aujourd'hui. D'autres vont arriver là, au cours de ce premier quart d'heure. Donc, ce que je vous demande, c'est de faire une présentation relativement rapide, 1 minute maximum. L'objectif, malgré tout, c'est de pouvoir faire du lien entre vous et éventuellement de pouvoir collaborer ensemble par la suite au sein de avec vos différents projets. Donc, ce que je vais vous demander dans ce petit tour de table, c'est de vous présenter, nom, prénom, votre territoire. Voilà, vous pouvez parler de la commune, ça pose pas de souci. Si vous êtes porteur de projet, bah, mettre en avant votre projet, ce que vous allez faire. Voilà, oui, globalement, ce que vous allez faire, quelle activité. Et pour les structures de SS existantes, bah, voilà, en quelques mots, décrire ce que fait la structure. Et donc, également préciser vos attentes quant à ce webinaire consacré au mécénat. Voilà, donc 1 minute maximum, s'il vous plaît. Et donc, j'arrête mon partage d'écran et je vais commencer à désigner les personnes qui vont pouvoir s'exprimer. Tac, tac, je remets la liste des participants. Et donc, comme d'habitude, je pense qu'elle le sait déjà à moitié, elle sourit, je le vois. Voilà, Teams classe par ordre alphabétique. Donc la première personne va être Andrea Arrojo. C'est à vous, Andrea, de vous présenter. Alors moi, c'est Andrea Arrojo. J'habite à Précy-sur-Oise, donc dans l'Oise, pas loin de Chantilly, pour ceux qui ne connaissent pas. Chantilly, Gouvieux, quoi.
Et mon projet, c'est un tiers-lieu, en fait, un tiers-lieu sous forme de bar associatif, on va dire, axé sur le développement durable avec surtout des ateliers créatifs, enfin des ateliers en tout genre, quoi, pour favoriser le partage des connaissances, des compétences et des savoir-faire locaux. Voilà. Il y Et en avait termes une autre. d'attente? Ouais. Ah oui, voilà. Moi, c'est surtout l'aspect financier, moi, sur lequel je suis un peu larguée, donc c'est pour ça que je suis là. Ok. Donc, comment éventuellement intégrer une stratégie de mécénat dans Voilà, je sais la structuration financière? pas, voilà, je sais pas si c'est envisageable ou pas, mais tout est bon à prendre, toutes les infos sont bonnes à prendre. Moi, j'ai pas grand-chose à mettre de ma poche, donc si je peux passer par là, D'accord. c'est tant mieux. Ouais, je pense que ça va être la même attente partagée pour un certain nombre de Oui, je personnes, pense. j'imagine. Ouais, Voilà. j'imagine. Merci. Merci Andrea. La prochaine personne dans la liste, c'est Brasseur Anne-Sophie. Alors, je ne sais pas si Anne-Sophie a un micro. Elle est présente. Alors pour activer le micro, il faut appuyer sur le petit icône du micro, tout simplement. Et ça devrait permettre de parler. Bon. J'imagine que c'est pas possible. Alors n'hésitez pas à écrire dans le chat qui vous êtes, ce que vous faites, dans quel territoire, histoire de mettre un peu d'humain dans cette conférence, c'est très important. Ensuite, nous avons Caroline Alphen. Ah, j'ai entendu un bruit. Bonjour. Bonjour. Alors par contre, on vous entend très faiblement. Ah, ok. C'est peut-être Est-ce que vous pouvez éventuellement vous rapprocher du micro? comme ça, c'est mieux. Ouais, nickel, merci. Je vais enlever le. Bon, vous m'avez vu. Donc oui, je suis dans une phase de reconversion professionnelle. En fait, je travaille dans une ONG et je m'intéresse à département dans le mécénat. Donc, et je suis de Paris. D'accord. Alors, je vous avoue qu'on n'a pas tout compris parce que ça coupe. Je pense qu'il y a une sensibilité du micro qui est un peu faible. Donc j'ai entendu Paris, sensibilité au mécénat. Je ne sais pas si vous avez un projet en particulier. Ça, j'ai pas entendu par contre. Je vous envoie un petit message. C'est gentil. Merci beaucoup. Alors, ensuite, nous avons dans la liste Éric Février. Voilà, bonjour, vous m'entendez bien? Nickel. Ok, donc Eric, moi j'ai une société de fabrication d'images, donc je fais de l'art digital, de la photographie et je fabrique des pastilles vidéo pour les entreprises et des vidéoclips pour les artistes. Et je suis en pleine préparation d'une grosse exposition depuis quelques temps déjà, et donc le mécénat m'intéresse parce que je cherche activement un mécène parce que ça coûte beaucoup de sous ces choses-là. Voilà. Et donc, pour mettre en avant aussi le travail d'Éric, merci à toi. Éric a collaboré avec nous sur les vidéos qui vont prochainement être diffusées, qui vont permettre de présenter des portraits d'entrepreneurs qui ont été accompagnés dans le cadre de Starter ESS. Donc voilà, vous allez recevoir des mails, vous allez avoir des vidéos sur les réseaux sociaux, de la publicité et tout ça. Et c'est Éric qui a fait tout ce travail. Merci à lui. Ah, On t'appelle déjà Eric. visiblement. On t'appelle déjà Eric pour du boulot. Quel talent! Alors, Anne-Sophie, on entend votre micro. Alors, j'imagine que vous pouvez maintenant faire votre présentation. Bonjour. Ah, bah visiblement, on s'entend. Alors, du coup, je vais couper le micro. Voilà. Alors, ensuite, nous avons dans la liste Jacques Frézal. Alors, je pense que ça marche. Ouais, Je ça sais pas marche. si vous m'entendez. Ouais. Ouais. Moi, je m'appelle Jacques. Je suis à Loupagne, entre Soissons et Château-Thierry. Et j'ai créé une asso pour, un peu comme Andrea, je sais comprendre, un espèce de tiers-lieu où je fais des ateliers de musique, de peinture, de sculpture. Et ça a démarré en septembre. Et pour l'instant, ça se passe bien. Je suis au 5e atelier et tout va bien. Donc voilà, j'espère que ça va continuer. J'ai pas très bien entendu. Vous êtes où, pardon? Entre Soissons et Château-Thierry. D'accord, ok. Château-Thierry. Merci.
Ouais, c'est un peu haché, Jacques. Votre voix est un peu étouffée. Ah, Mais c'est pas grave. Donc un tiers-lieu à destination des artistes qui est placé entre Voilà. Soissons et Château-Thierry. Voilà, à Loupaigne, c'est une mégapole, il doit y avoir 15 habitants. Bravo, Jacques. à peu près. J'en Très viens pas. connu, mondialement connu. C'est ça. De plus en plus. Ensuite, nous avons Jean-Marie Sirot. Bonjour, vous m'entendez? Très bien, Jean-Marie. Parfait. Je suis Jean-Marie Sirot, je suis sur le département de l'Oise à Bresles, entre Beauvais et Clermont. J'ai une assoce du coup d'accompagnement de projets culturels à destination des collectivités rurales. Voilà. En termes d'attente autour du mécénat, effectivement, il faut qu'on réinvente du coup les stratégies financières pour se développer. Donc du coup, le mécénat, je pense, c'est une bonne piste à exploiter. Et il y a un autre événement aussi à la fin du mois, donc voilà, je suis aux deux. Donc voilà, bonne réunion. Merci Jean-Marie. Merci. Alors ensuite, nous avons dans la liste Ligia. Oui, bonjour. Je suis Bonjour, Ligia Ligia. Bolivar de la Ligue de l'enseignement de l'Oise. Donc, je suis coordinatrice de la vie associative. Et je suis là, pour la Ligue. C'est vrai qu'on a des certains nombres de projets que vous connaissez, certains d'entre vous connaissent. Mais c'est aussi et surtout, mon rôle aujourd'hui, c'est pour pouvoir accompagner au mieux les associations. Donc, dans les cadres d'un point d'information de la vie associative, ex-PIVA, aujourd'hui Guidasso, et donc, parce que ce sont des questions qui reviennent, et donc pour accompagner au mieux les associations. Merci beaucoup Ligia. Et donc, je note bien qu'on ne dit plus PIVA, on dit Guidasso. C'est très difficile à dire, mais effectivement, on dit comme ça. Et je pense que ça va encore durer pendant des années. Est-ce qu'on dit PIVA, est-ce qu'on Voilà. dit Guidasso, comme d'habitude. Parce que de Mais- dire on est Guidasso, c'est un peu bizarre. Donc bon. Ouais, c'est pas un nom qui a été choisi par la communauté en plus, Guidasso? Tout à fait. C'est Tout ça, à hein? fait. Au national, pour tout le monde, voilà. Et en général, on participe et après on se désolidarise de la communauté. C'est ça. Bonjour Thierry, Ensuite, pas grave pour le retard. bonjour Thierry, oui, je vous donnerai la parole après. On arrive bientôt à vous, justement. Donc, dans la suite de la liste, nous avons Lucas Chauzard. Bonjour, Bonjour. vous m'entendez bien? Parfait. Alors moi je représente le TATSAP chez Pense Verte. C'est un futur centre national de la marionnette. On est basé à Rivry, à côté d'Amiens du coup. Mhm. Et en fait si je participe à ce webinaire, c'est parce qu'on aimerait se renseigner un peu plus sur le mécénat, dans l'objectif de financer un festival qui aurait lieu en octobre 2022. Super. Super initiative. Merci beaucoup, Lucas. Tu dis super parce que c'est sur ton territoire, Célestin. Mais non, mais c'est pas ça, mais tu vois, les marionnettes, j'en voyais beaucoup quand j'étais petit, forcément, et je pense que pour beaucoup de gens de ma génération, on en a beaucoup vu, et je trouve qu'on en voit moins aujourd'hui. Ouais. C'est moins mis en avant, et c'est pour ça que je trouve que c'est hyper intéressant. C'est un peu l'objectif de notre festival en effet. Comme quoi, je dis pas que des bêtises, Hélène. Merci beaucoup, Lucas. Ensuite, nous avons Sylvie Thévenet. Bonjour, donc en fait on est 3 projets, parce qu'on n'a eu qu'une invitation, donc on est à 3 pour finir. Ouais. Donc je vais commencer par le mien, donc je suis Sylvie Thévenet, moi je porte un projet dans l'Ouest qui s'appelle Recycled et qui consiste à faire du réemploi d'aides techniques, c'est-à-dire tout ce qui est matériel de maintien à domicile pour les personnes fragilisées. Donc le collecter, le réparer, le nettoyer, le revendre à petit prix. Voilà. Donc aujourd'hui, l'association Recycled est créée et je suis en recherche active de locaux. Bon, ça c'est presque fait aussi pour démarrer véritablement l'atelier. Et ma problématique aujourd'hui, mes attentes aujourd'hui, c'est de voir dans quelles conditions je pourrais prendre, par exemple, un technicien en mécénat auprès d'un distributeur existant. Voilà, trouver du mécénat de compétences. Alors, je ne sais pas si le sujet va être abordé par Julie.
Là, on n'est plus sur du mécénat financier. Si, voilà. Bon, elle fait oui de la tête. Vous aurez des Mais réponses. bon, je suis intéressée aussi par le mécénat financier. Hein. Ça reste le nerf de la Voilà, guerre, hein, au c'est dit. final. Voilà. Alors, vos collègues autour de vous disiez qu'elles avaient Alors. d'autres projets? Ouais. Oui, bonjour à tous. Moi, je suis Valentine Cusin. Je porte un projet qui s'appelle Les Toupies pour une association de Beauvais qui est la Ludoplanète, une ludothèque. Et ça sera un futur chantier d'insertion pour collecter, valoriser et revendre des jouets. Et voilà, donc je suis en phase de construction du projet et je cherche à intégrer une stratégie de mécénat pour financer le projet. Super. Merci beaucoup, Valentine. Et donc, la troisième personne. Bonjour. Donc, moi, je suis Peggy Leboeuf. Je porte le projet Matériaux Sol. Donc, Matériaux Sol, c'est la réalisation d'une plateforme de matériaux et d'une matériothèque dans l'Oise, donc sur le secteur de Beauvais, le Grand Beauvaisis. Moi, je suis porteur du projet depuis 2 mois, donc en phase on pose, on va dire, les jalons, mais on avance quand même assez sereinement. Moi, ce que j'attends aujourd'hui, c'est de pouvoir savoir comment je peux intégrer dans ce type de projet du mécénat, que ce soit de compétences ou financier, parce qu'il va y avoir de l'investissement. Est-ce qu'en quelques mots, vous pouvez nous dire ce que c'est qu'une matériothèque? Non. Non, je rigole. Alors, une matériothèque, en fait. C'est pas de blague, moi j'aime bien. Pas de blague. C'est en fin de compte la possibilité de faire du réemploi de matériaux qu'on va récupérer sur des chantiers, c'est-à-dire faire de la dépose préservante sur certains chantiers de déconstruction et pouvoir faire du réemploi avec ce qu'on va récupérer. Donc tout ce qui est sanitaire, du bois, tout ce qui est, enfin voilà, tout ce qu'on pourrait réemployer pour faire de la construction à côté ou de la décoration. Merci beaucoup. C'est très clair. Merci. Voilà. Pardon, du coup, vous êtes dans l'Oise? Vous êtes de quel côté? Alors, je suis dans l'Oise, donc ça serait sur le secteur de Beauvais, Grand Beauvaisis en fin de compte, parce que pour m'installer, il me faut quand même pas mal d'espace. Oui, bien sûr. Ouais. Et sur Beauvais, l'espace manque pas mal. Ok, merci. Ensuite, merci beaucoup à toutes les trois. Ensuite, nous avons Talleux. Talleux, êtes-vous là? Oui, ça faisait un petit peu invocation d'esprit, je suis désolé. Alors, Talleux, je ne sais pas si vous avez un micro. En tout cas, je vais vous demander de vous présenter dans le chat afin d'identifier un peu qui vous êtes. Parce qu'en plus, a priori, alors je ne sais pas si c'est votre nom de famille ou un pseudo, mais du coup, vous êtes difficile à identifier. Merci d'écrire un petit message. Ensuite, nous avons Thierry Roch. Oui, bonjour, Thierry Roch. Donc moi, je suis de l'AU5V, donc l'association des usagers du vélo, des voies vertes et véloroutes des vallées de l'Oise. On est dans le sud de l'Oise, notre siège est à Creil, et puis on a 7 antennes, en fait, Compiègne, Clermont, Pont-Sainte-Maxence, Chantilly, Senlis, La Morlaix, et Creil, évidemment. Nous, on fait la promotion du vélo, en général, et des voies vertes, donc on a pas mal d'animations, des animations préscolaires, on anime des ateliers d'autoréparation vélo, on vend des vélos, on répare des vélos, enfin voilà, tout ce qui tourne un peu autour du vélo. Nous, ce qui nous intéresse sur le mécénat, c'est à la fois du mécénat de compétences sur des domaines soit comptabilité ou marketing, ou commercial, ou éventuellement du mécénat pour financer des projets. Par exemple, on voudrait s'acheter un beau vélo cargo, mais ça coûte cher et on n'a pas beaucoup de budget d'investissement. Voilà, c'est ce type de projet. Donc, on est plus en phase, on explore un peu, voir ce qu'on peut faire, comment on a pas mal de projets différents, divers et variés. Donc, on cherche aussi à diversifier un petit peu nos sources de financement. Voilà. Merci beaucoup, Thierry. Ensuite, Esmeralda Vacossin. Oui, bonjour. Bonjour. Du coup, moi, c'est Esmeralda. Donc, j'habite sur la commune de Bresle, à côté de Beauvais, dans l'Oise. À côté de Jean-Marie, ouais. Et donc, mon projet, c'est en fait de développer le bien vieillir à domicile par le biais de l'animation. Donc, en fait, développer tout ce qui est activité, donc gym douce, activités manuelles, des ateliers culinaires. Développer également aussi le massage bien-être. Et donc, du coup, j'aimerais découvrir le mécénat pour potentiellement avoir des aides financières pour acheter tout ce qui est matériel, etc. Et pourquoi pas aussi créer du partenariat pour développer plus de compétences dans l'accompagnement. Super, merci beaucoup. Alors,
que je fasse le tour. Alors, Jean Boischaud n'a pas parlé, est arrivé un petit peu après. Alors, par contre, il faut réactiver le micro, Jean. Tout à fait, oui. Ouais. Oui, pardon. Oui, bonjour à tous. Oui, je suis arrivé un peu en retard parce que j'avais des problèmes d'informatique, ce qui arrive souvent. Vous êtes là, c'est le principal. Bien, donc moi je suis d'Arrêt Loisirs de Gouvieux, donc c'est une association qui a une quarantaine d'années et qui propose donc des activités aussi bien pour les enfants que pour les adultes. Des activités de loisirs, de la poterie, de la peinture, de la sculpture, enfin, tout ce genre d'activités, la marche, mais ça c'est accessoire. Et notre projet, donc on a bénéficié l'an dernier d'un dispositif local d'accompagnement et notre coach nous avait parlé du mécénat. Mais pour moi, j'étais pas très présent ce moment-là, et donc je cherchais un petit peu à me renseigner sur les possibilités de financement de projets, parce qu'on a besoin, notamment dans la poterie, d'un four. On a un four qui est ancien et enfin, on a besoin d'investissements nouveaux, et donc on recherchait un partenariat par biais du mécénat éventuellement. Parfait. Merci beaucoup, Jean. Alors, je me permettrai de refermer votre micro. Oui, il est très sensible. Mais merci beaucoup pour votre présentation. Et alors, il doit nous rester Eulalie Caron et après, je crois que c'est tout. Exactement. Est-ce que vous avez... Oui, bonjour, vous m'entendez bien? Parfait. Oui, Eulalie Caron, je suis bénévole, je travaille dans un tiers-lieu qui s'appelle l'Ermitage à Autrèche. Donc, il y a un tiers-lieu avec plusieurs structures. On travaille sur différents domaines, l'alimentation, l'énergie, le numérique. Il y a aussi un café associatif, un Fab Lab. Et donc, on a une association et différentes structures sur site. Et donc, au sein de l'association, voilà, on se renseigne par rapport au mécénat, notamment de compétences. Enfin, voilà, vu qu'on est sur plusieurs thématiques et qu'on se développe beaucoup d'actions en ce début d'année, on voit aussi sur quels axes on pourrait être accompagné en mécénat. Après, voilà, on n'a pas Enfin, voilà, on est souple, on est là pour voir ce qui est possible ou pas, et surtout de pouvoir travailler avec des acteurs locaux, des entreprises voilà, du territoire. C'est vraiment l'objectif, c'est de rester, de faire de la coopération et de la collaboration avec d'autres acteurs. Merci beaucoup, Eulalie. Merci. Eh bien, nous en avons fini avec le tour de table. Merci à vous. Des projets très variés et beaucoup d'attentes vis-à-vis du mécénat comme source de financement, mais aussi voilà, pour du mécénat de compétences. Et là, du coup, je vais laisser la parole à Julie. Merci, Julie. une drôle de passation, mais ça ira. Merci Célestin, bonjour à tous. Je vais vous diffuser un conducteur. Je vais me présenter également, présenter un petit peu pourquoi je suis avec vous ce matin. Est-ce que Célestin, je peux vous demander de diffuser le sondage Bootclap, comme ça on va gagner un petit peu de temps aussi sur la présentation. Donc vous allez avoir dans le chat un lien que vous pouvez suivre et ça vous propose de répondre à une petite question. Il n'y a pas de question piège, il n'y a pas de mauvaise ou de bonne réponse, c'est vraiment juste pour étudier un petit peu à chaud ou plutôt à froid quels sont vos a priori ou vos idées du mécénat avant de commencer cette présentation. Donc je vous laisse vous connecter. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. Si vous voulez pas y participer, c'est pas grave. C'est juste pour qu'on puisse en discuter à l'issue de la petite présentation et voir comment ça a bougé en vous éventuellement. Donc pour ceux qui auraient des difficultés avec les manipulations, pour accéder au chat, vous avez une petite bulle de conversation, vous appuyez dessus et donc tout à la fin de la conversation, vous allez avoir un lien Bootclap. Voilà, donc il faut cliquer dessus et dans le navigateur internet, vous cliquez sur les réponses. Et au fur et à mesure, vous allez avoir plusieurs questions et à la fin, ça permettra de sortir des statistiques. Je vais y répondre aussi d'ailleurs. Est-ce que quelqu'un a des difficultés vis-à-vis de ce lien Non, je suis désolé, moi j'ai pas du tout de discussion. Enfin, Moi, c'est pas. J'ai le même problème, ouais. J'ai le même problème. Oui, ça charge en boucle en fait. D'accord. Alors, ce que je vais faire rapidement, je prends le contrôle
Julie, pour le partage d'écran, et je vais lui faire voir le lien sur mon navigateur directement. Comme ça permettra à tout le monde d'y accéder. Alors là, vous avez le lien qui est en haut. Voilà. En fait, vous allez sur l'application wooklap.com et vous tapez le petit mot de code qui est le NSFI2S et vous arrivez directement au sondage. Donc, je vous propose de répondre à cette petite question. Vous tapez sur la réponse qui vous paraît la plus correspondant le plus à ce que vous pensez du mécénat. C'est anonyme. On ne sait jamais, c'est vrai. Bon, j'arrête mon partage d'écran, du coup, je vous laisse reprendre la main, Julie. Alors, on y va. Hop. Donc, très rapidement, je me présente. Pour l'animation du webinaire ce matin, comme le disait Célestin en introduction, il y aura des instants de pause. Il y a 3 parties à cette présentation, donc je prendrai vos questions à ce moment-là. Moi, je n'ai pas accès au chat non plus, je suis vraiment désolée, donc je ne vois pas vos remarques. Notez-les dans le chat et puis on fera des petits temps de pause pour pouvoir y répondre. Sachez que généralement, dans la minute qui suit ou les 5 minutes qui suivent, je risque d'y répondre. Donc, ne vous précipitez pas sur les questions. Alors, je m'appelle Julie Maillère. Vous avez ici mon adresse email. N'hésitez pas à la noter. Je serai ravie de prendre vos questions, même à la suite de ce webinaire. Je suis donc co-gérante de Mécénat & Co, qui est une entreprise de conseil et de formation dédiée aux partenariats privés et aux modèles économiques des structures de l'ESS. Et donc, on est une équipe de 3 personnes, bientôt 4. On évolue essentiellement dans les Hauts-de-France, mais un petit peu partout sur le territoire national. Et donc, on accompagne à la fois des collectivités, des entreprises et des porteurs de projets à définir leurs modèles économiques et à structurer leur politique d'engagement à travers des politiques mécénat et RSE. Et donc, je suis par ailleurs déléguée régionale pour Admical. Donc là, c'est une casquette bénévole que j'ai depuis, je pense maintenant, 6 ans au sein d'Admical. Et donc, je suis la référente, on va dire, de l'association Admical qui œuvre pour la diffusion des bonnes pratiques en matière de mécénat d'entreprise, qui existe depuis plus de 40 ans, qui fait un vrai travail de plaidoyer auprès des institutions pour maintenir, par exemple, les possibilités de déduction fiscale, etc. Et donc, il y a également un beau catalogue de formation. Et donc, je travaille pour Admical de manière bénévole sur le territoire des Hauts-de-France où j'anime, comme ce matin, des séances de réunion, des webinaires et des séances de présentation du mécénat. Donc voilà, pour la petite présentation rapide de pourquoi je suis là avec vous ce matin. Donc, on a un petit peu répondu, vous avez répondu en tout cas à mes interrogations sur pourquoi vous cherchiez en tout cas à développer du mécénat. Ce matin, je vais essentiellement vous parler du mécénat d'entreprise. On va dire qu'il y a deux grandes façons d'aller chercher du mécénat, donc auprès des entreprises, auprès des particuliers. Je pense notamment au projet où alors j'ai plus vos prénoms, hein, du coup je n'ai plus l'écran, mais où il était question d'acheter un four pour des activités de poterie, des choses comme ça. Peut-être que c'est plutôt du côté du financement participatif finalement ou du financement du mécénat des particuliers qu'il faut aller rechercher. En tout cas, ce matin, je vous parle essentiellement du mécénat d'entreprise. Le mécénat d'entreprise, il faut savoir que c'est avant tout une définition purement fiscale, en fait. C'est le code des impôts qui, finalement, va régir ce qu'on entend par mécénat. Donc, c'est la définition que vous trouvez là sur l'écran. Soutien matériel apporté sans contrepartie directe de la part du bénéficiaire à une œuvre ou à une personne pour l'exercice d'activités représentant un intérêt général. Cette définition-là, encore une fois, elle n'est pas fondée sur une loi juridique classique, c'est une doctrine fiscale qui définit la relation de mécénat. Donc le don peut être émis par une entreprise, par un particulier, et donc c'est extrêmement différent du sponsoring ou du parrainage. Donc on a souvent l'impression que c'est confondu, mais c'est vraiment tout à fait différent. Le sponsoring, c'est vraiment une opération éphémère de communication de la part d'une entreprise sur un événement plutôt
enfin dire oui, qui a lieu qu'une fois ou deux. C'est généralement des pratiques que l'on rencontre dans le sport. C'est le fait d'avoir un logo sur un maillot, le fait d'avoir un logo sur un stade, etc. Et donc, c'est une relation qui attend une contrepartie en visibilité. Et donc, la contribution de l'entreprise doit être égale à ce qu'on reçoit comme service. C'est-à-dire, je donne 500 € au club de foot, j'attends 500 € de visibilité et de communication. Le mécénat, c'est vraiment le principe de la disproportion. Il faut impérativement que le don soit vraiment un acte philanthropique qu'on n'attende presque rien en retour. On y reviendra un petit peu plus tard. Je vous présente ici quelques chiffres clés du mécénat. Ces chiffres sont issus du baromètre du mécénat qui a été édité par Admical l'année dernière, qui reprend des éléments de 2019-2020. C'était juste avant la crise sanitaire. On a les chiffres du mécénat pendant la crise sanitaire et on est en train de consolider les chiffres du mécénat post-crise sanitaire. Globalement, ces chiffres-là sont tout à fait vérifiés. Simplement, la crise, on va dire, a un petit peu bouleversé les typologies de projets soutenus, mais en aucun cas n'a arrêté cette belle progression du mécénat que l'on voit en France aujourd'hui. Donc, très rapidement, le mécénat aujourd'hui, ça représente à peu près 3,5 milliards d'euros. C'est le budget consacré au mécénat par les entreprises. On a plus de 100 000 entreprises mécènes en France. On peut voir, ce qui est très important, c'est que les TPE représentent un nombre non négligeable d'entreprises mécènes. D'ailleurs, ce n'est pas le bon chiffre, ça c'est le chiffre des PME. Je vous le représente tout de suite après. Et ensuite, quelques petites données concernant le financement participatif. Aujourd'hui, il y a 2,3 millions de Français qui ont participé à des plateformes de crowdfunding, de financement participatif qui ouvrent le droit aussi à la loi mécénat. Le don moyen par Français est environ de 64 €, ce qui est quand même un chiffre assez élevé. Et enfin, pour répondre aussi aux interrogations concernant le mécénat de compétences qui est en pleine évolution, en pleine progression, c'est à peu près aujourd'hui 21% des entreprises qui sont engagées dans le mécénat de compétences. Alors, je vous sors quelques chiffres locaux. Ça, c'est vraiment ma casquette de déléguée régionale. D'abord, les chiffres du Nord-Pas-de-Calais, même si je sais que nous sommes sur le versant Picard, mais c'est pour vous montrer que nous n'avons pas à rougir devant les chiffres du Nord-Pas-de-Calais. Aujourd'hui, dans le Nord-Pas-de-Calais, on va retrouver plus de 3 000 entreprises mécènes. Le don moyen affiché est de 47 000 €. Donc attention, il faut le consolider avec le fait qu'il existe beaucoup de fondations d'entreprises dans le Nord-Pas-de-Calais qui émettent énormément de dons. Donc il faut aussi savoir analyser les chiffres. Ce qui est important, ce que je trouve important, c'est de voir la progression du mécénat en région. En 8 ans, le nombre d'entreprises qui déclaraient des dons a été multiplié par 3,4. Donc, c'est vraiment une progression du nombre d'entreprises. Et le montant des dons aussi a été multiplié par 3,3. Donc, c'est-à-dire qu'on a comme ça un montant exponentiel des dons engagés et des nombres d'entreprises. Si je regarde les chiffres Picard maintenant, donc en 2018, donc on a bien sûr moins d'entreprises mécènes, 1380 entreprises mécènes. On a quand même une augmentation de ce nombre-là. Un don moyen qui avoisine les 9 000 €. C'est bien sûr moins que le Nord-Pas-de-Calais, mais comme je vous le disais, il y a beaucoup de fondations en Nord-Pas-de-Calais qui distribuent du coup des dons plus élevés et qui viennent un petit peu chahuter ces chiffres-là. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout la progression, encore une fois. Le nombre d'entreprises ayant déclaré des dons en Picardie a été également multiplié par plus de 3 en 8 ans. Et le montant des dons déclarés, quant à lui, a presque été multiplié par 5. Moi, ce que j'entends dans la lecture de ces chiffres, c'est qu'on est très loin d'une saturation d'entreprises mécènes et on est dans une véritable progression en région Picardie sur le montant des dons et le nombre d'entreprises mécènes. Il y a un gros défaut aujourd'hui de communication sur le mécénat en Picardie. Il y a vraiment aussi un manque de pédagogie. On a l'impression que les entreprises, parce qu'elles sont entreprises,
connaissent forcément le mécénat. Pas du tout. Il y a un vrai problème de pédagogie sur ce que les entreprises locales sont capables de faire en termes de mécénat. Donc, quand vous êtes porteur de projet, en fait, il faut vraiment arriver avec cette envie d'apprendre aussi à votre interlocuteur entreprise qu'est-ce que c'est le mécénat. Et on ne peut pas arriver comme ça et lui dire devenez mécène. En fait, la plupart du temps, l'entreprise en face ne sait pas de quoi on parle. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Il y a un peu plus cette culture-là en Nord-Pas-de-Calais parce qu'il y a peut-être plus de sièges sociaux d'entreprises locales. Moi, je pense par exemple aux Mulliers, toutes ces entreprises-là qui ont des dispositifs très particuliers de mécénat. En Picardie, il y a énormément d'entreprises mécènes, mais qui demandent juste à être bousculées et à être informées. Les dispositions juridiques du mécénat, donc comme je vous disais, il y a une loi dite loi Ayagon qui va en fait préciser ce qu'on entend par finalement structure de l'intérêt général, sans quoi vous ne pouvez pas être éligible au mécénat d'entreprise. Ça, j'y reviens tout de suite après dans la slide suivante. C'est donc une définition fiscale, code des impôts, que vous retrouvez également assez facilement sur Internet. Et enfin, ce qui est très important, c'est de se dire que quand vous avez une relation de mécénat avec une entreprise, même si on vous fait un don de matériel, parce qu'on l'observe beaucoup, tiens, je déstocke des ordinateurs, tiens, il me reste un peu de denrées que je peux vous donner, etc. En fait, il y a essayer, dans la mesure du possible, d'établir une convention de mécénat. C'est quelque chose qui est assez basique à faire. Alors, j'ai plein de modèles, je pourrais les transmettre à Célestin et vous pourrez en avoir comme cela, bien sûr. Mais en fait, c'est important de dire, voilà, l'entreprise X ou Y a fait don de cette denrée, ordinateur, ou a donné 500, 1000, 1500, 3000 euros. Et vous fixez comme ça la durée de la convention dans le temps. Vous montrez également, vous structurez un petit peu votre politique de mécénat et que vous êtes vraiment dans une démarche professionnalisante par rapport au développement du mécénat. Ça rassure votre interlocuteur. Ça vous permet aussi d'asseoir la base juridique de cette convention, de cette relation, pardon, et surtout de pouvoir les inciter à reconduire la convention dans le temps. À partir du moment où on signe une convention, on se dit, bah tiens, est-ce qu'on la ferait pas courir sur 3 ans et est-ce que votre entreprise ne s'engagerait pas à nous soutenir chaque année pendant 3 ans et on fait une convention comme ça qui court les 3 années. Donc ça permet aussi d'engager une relation un petit peu plus longue-termiste avec une entreprise qui souhaiterait faire avec vous des opérations de mécénat. Quand vous êtes éligible aux critères de l'intérêt général, je vous le détaille tout de suite après, donc vous émettez cette convention de mécénat et donc vous téléchargez sur Internet un document CERFA qui s'appelle reçu fiscal, qui vous permet en fait d'inscrire le montant du don que vous avez reçu au registre du don manuel, parce que c'est le même CERFA qui sert aux legs, aux donations, etc. Donc nous, c'est la case don manuel. Et donc, avec ce document-là que vous signez, vous le remettez à l'entreprise et c'est avec ce document que l'entreprise va pouvoir faire sa déduction d'impôt. Sans ce reçu fiscal, l'entreprise ne peut pas faire sa déduction d'impôt. Je vous décrirai également le chemin du don un petit peu plus. Je rentre doucement dans le sujet chiffré. Le rescrit fiscal, ça c'est une démarche que vous devez faire en tant qu'association ou association pour en fait demander aux impôts si vous avez le droit d'émettre des reçus de dons. C'est cette démarche, appelée donc le rescrit fiscal, qui va décider si vous avez le critère d'intérêt général ou non et qui va vous permettre d'être éligible ou non au mécénat d'entreprise. Alors aujourd'hui, pareil, les agents des impôts, alors si vous les connaissez bien, parce que vous avez peut-être des gens qui travaillent aux impôts parmi votre entourage, parlez-leur en amont, parce que pareil, il y a un vrai déficit d'information sur ce qu'on entend par mécénat et critères d'intérêt général, et parfois, par manque de connaissances ou d'informations, les agents vont répondre non. Vous n'êtes pas éligible parce qu'en fait, ils n'ont pas compris tout à fait la démarche. Donc, on est encore dans cette démarche un peu de défrichage des opérations de mécénat et donc la
demande de rescrit, elle est parfois un petit peu chahutée par des agents qui sont un petit peu durs comme ça. Moi, j'ai eu par exemple dans des accompagnements tous les critères de l'intérêt général qui nous avaient été accordés, mais non, on n'avait pas le droit de faire de reçu de dons. Donc c'était complètement ubuesque, mais on a comme ça des réponses un petit peu particulières. Mais sans ce rescrit fiscal, en fait, vous n'allez pas pouvoir légalement émettre des reçus de dons. Alors, il y a des entreprises, des structures qui le font, libre à elles de se mettre en conformité ou non avec la doctrine fiscale. Sachez que si jamais vous faites des reçus de dons alors que vous n'êtes pas d'intérêt général, il y a à la fois des amendes pour vous et puis vous brisez la réputation de votre structure auprès des futurs mécènes et entreprises mécènes. Enfin, dernier petit élément, c'est que les collectivités territoriales sont également capables de faire des opérations de mécénat. Quand on a une collectivité qui a un festival, une programmation, une saison culturelle, un festival du développement durable ou je ne sais quelle opération, ou opérateur, elle est tout à fait en droit de lever des fonds sur son territoire. Donc vous êtes à la fois, les collectivités territoriales aujourd'hui sont à la fois animatrices du mécénat, font beaucoup de choses sur le mécénat, les rencontres avec des porteurs de projets, etc. Certaines sont vos concurrentes directes. Voilà. Avec une force de frappe qui est peut-être différente de la vôtre. Donc il est important, quand vous repérez en tout cas une démarche de mécénat qui est effectuée par les collectivités sur votre territoire, d'aller les rencontrer et peut-être de mutualiser les efforts, parce que le bassin de chalandise, entre guillemets, de prospection mécénat est le même pour tous. Donc il est plutôt, voilà, si vous avez un projet, là j'entends beaucoup de projets de tiers-lieux, si autour de vous, la collectivité est en train de lever des fonds ou de faire une campagne de mécénat sur les thématiques, par exemple du développement durable pour vous, Andrea, ou je ne sais quelle autre thématique, n'hésitez pas à aller les rencontrer pour mutualiser les efforts. Ça, c'est vraiment quelque chose, parce qu'il n'y a rien de pire que de se faire concurrence sur un même territoire sur des sujets analogues. Donc le voilà, l'intérêt général. Qu'est-ce qui fait qu'on est d'intérêt général ou non? Donc il faut agir dans des domaines d'intervention particuliers, philanthropiques, éducatifs. Vous avez la liste à droite. Et puis il faut aussi exercer son activité en France. Il faut avoir un caractère non lucratif. Alors, un caractère non lucratif ne veut pas dire que votre structure n'a pas le droit de vendre des prestations de services, mais ça veut dire que ça doit être contraint par rapport au budget général de votre structure. Alors, il y a des paliers qui vont déterminer si vous êtes une association fiscalisée, si vous êtes une association soumise à l'impôt. On parle vraiment là plutôt de volume sur la lucrativité. Ensuite, il faut avoir une gestion désintéressée, c'est-à-dire que votre gouvernance le fait pour des raisons bénévoles, c'est-à-dire un bureau, un conseil d'administration bénévole. Il faut agir pour un cercle non restreint de personnes, et ça, c'est parfois un critère qui est compliqué à justifier. Par exemple, une association de cueilleurs de plantes sauvages qui voulait éditer un livre, un guide sur la bonne pratique en cueillette de plantes sauvages, s'est vu refuser le critère de cercle restreint de personnes, car l'administration fiscale considérait que cette structure ne publiait ce livre que pour des cueilleurs de plantes sauvages, sans se dire qu'on était tous des cueilleurs de plantes sauvages. Donc, vous voyez, c'est une interprétation qui est parfois compliquée et un critère qu'il faut vraiment renforcer quand vous faites votre demande de rescrit fiscal auprès des impôts. Tous ces principes-là sont cumulatifs. On n'a pas le droit d'avoir que l'un ou que, oui, bon, alors on a tout sauf le caractère. Non, il faut absolument tous ces critères-là pour être considéré d'intérêt général. Donc c'est très différent de l'utilité publique, qui est un décret. L'intérêt général, c'est une doctrine fiscale. Alors je sens poindre des questions. Y en a-t-il? Dans le chat, pour le moment, il n'y en a pas. Si vous en avez, n'hésitez pas. Ouais. Ah, je vois Thierry Roche qui est en train d'écrire quelque chose. Attention. Alors, si vous voulez vous exprimer à l'oral, n'hésitez pas. Ok. Oui, je voulais juste ajouter que nous, on a obtenu un rescrit fiscal en faisant la demande il y a quelques années. Bravo. En justice, enfin voilà, donc c'est quelque chose c'est une démarche qu'on a entreprise, et voilà, sans trop de difficultés, mais effectivement, il faut être très clair dans son expression, quoi.
Exactement. Moi, j'avais une question. J'ai une de mes associations qui pensait que sans réponse, la non-réponse valait réponse positive. Est-ce que... C'est vrai, ça met 6 mois. En fait, au bout de, donc vous envoyez votre demande de rescrit fiscal avec accusé de réception à une date. Vous attendez 6 mois. Si dans les 6 mois, vous n'avez pas obtenu de réponse, c'est admis comme étant accepté. Si jamais vous avez des réponses des impôts, c'est qu'il y a demande de justification. Et si ça vous a été refusé, vous avez 2 mois pour faire appel. D'accord, merci. Oui, en général, dans l'Oise, il y a des demandes d'informations complémentaires qui prolongent du coup le délai. Hein. Oui, et ils sont très forts pour vous envoyer ça une semaine avant la date des 6 mois et ça repousse d'autant. Moi, j'avais une question par rapport à la règle des 4 P, là. Oui. Où ça intervient Est-ce que c'est dans ce cadre-là C'est pour étudier la lucrativité de votre structure qu'on va utiliser la règle des 4 P, donc le prix, le public, la publicité, il m'en manque toujours un, qui prouve en fait produit, que vous avez un produit spécifique pour un produit spécifique à un prix spécifique, qui est vraiment pas, on va dire qu'il y a un coût de revient et un coût de vente qui est assez proche, et que vous n'en faites pas une publicité faisant en fait office de concurrence déloyale auprès d'entreprises qui auraient la même proposition commerciale. Donc ça, c'est vraiment les 4 P, c'est un outil pour analyser votre lucrativité. Et il y a également le montant total des ventes de prestations ou de biens ou de services que vous allez faire à la fin de l'année qui doit représenter moins de 30% du budget général. Le reste étant constitué de subventions, d'adhésions, de mécénat, d'appel à projet de fondation, etc. Mais pour ce type de choses, nous sommes obligés d'avoir un statut d'association. Alors, le statut d'association, et c'est celui qui va venir, bien sûr, soutenir l'intérêt général. Il y a, alors, dans le cadre du mécénat territorial, c'est-à-dire quand une entreprise locale, PME ou ETI vient soutenir un projet en local, il y en a presque 1 sur 3, voire 1 sur 2 qui ne va jamais faire sa demande de déduction fiscale. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est plutôt, c'est une méthodologie, ce qu'on va aborder dans la deuxième partie de cette présentation. N'hésitez pas à aller solliciter le concours d'entreprise au titre du partenariat, même si la déduction fiscale, en fait, parce que le mécénat, c'est ça, hein, c'est le fait de proposer pour un montant de don, une déduction fiscale à l'entreprise qui est de 60% du montant total du don. C'est-à-dire qu'une entreprise va faire un don de 10 000 €, elle va pouvoir déduire fiscalement 6 000 €. Il ne lui reste à sa charge que 4 000 € de coût réel du don, on va dire. Ensuite, on va voir comment on travaille le principe de contrepartie dans cette idée. Mais une entreprise peut tout à fait décider de vous soutenir sans avoir cette dimension fiscale par ailleurs. C'est quelque chose que, voilà, de l'ordre du partenariat un peu innovant sur les territoires, de soutien. Quand les entreprises font du sponsoring, quand on étudie en fait la relation et le déséquilibre entre la contrepartie et le don émis, en fait, c'est déjà du mécénat. Mais elles ne le savent pas et elles le font quand même parce qu'elles croient au projet sportif, elles croient au projet local, parce que leurs enfants jouent dans le club en question et elles pensent faire juste du sponsoring, mais en fait, elles pourraient faire du mécénat. Donc, ce que je veux dire, c'est que une entreprise locale, elle ne va pas courir après son reçu de don forcément, mais c'est vrai qu'il n'y a qu'une association qui a le critère d'intérêt général qui peut émettre un reçu de don aujourd'hui en France. Donc, je vais continuer un petit peu la présentation. Donc là, on a essentiellement parlé du mécénat financier. On peut bien sûr retrouver le mécénat en nature, c'est-à-dire un don de matériel, de peut-être même on voit souvent cela, les supermarchés vont faire des dons de nourriture pour de l'événementiel. Il y a 2 festivals, hein, il me semble, dans vos projets. Ça peut être, voilà, si vous faites une soirée d'inauguration, vous pouvez avoir le concours de dons en nature de la part du supermarché local qui va du coup vous mettre à disposition des denrées. Sachez que le reçu de don sur le mécénat en nature s'effectue sur le coût de revient et non sur le prix de vente
du don en question. Et pareil, essayez de récupérer des justificatifs de la part de l'entreprise qui vous ferait ce don en nature, qui justifierait bien le coût de revient. Et c'est à partir de là que sa déduction fiscale peut être analysée. Le mécénat de compétences, donc vous êtes tous très intéressés par apparemment le mécénat de compétences. Donc je vais en parler un petit peu ici. Il en est un peu moins question par la suite, mais vous allez voir que ça marche absolument de la même manière. Donc le mécénat de compétences, c'est une mise à disposition d'un collaborateur pour un projet d'intérêt général, généralement sur un territoire. Concrètement, on a une société, alors souvent les experts comptables le font beaucoup, on a une société voilà, d'expertise comptable ou une agence de communication. Elle va mettre à disposition du temps de salaire, par exemple 2 heures par semaine pendant 3 mois, pour vous aider à faire votre plaquette de communication ou réaliser un site web. L'entreprise va pouvoir, au même titre que le mécénat financier, faire sa déduction d'impôt en calculant le coût horaire de son salarié et en travaillant ce volume-là financier pour en proposer une déduction fiscale. Le mécénat de compétences se développe beaucoup. Il est extrêmement recherché par les entreprises car il permet aux collaborateurs de se sentir utiles, d'être un petit peu dans une démarche différente dans l'entreprise, de se sentir fier de son entreprise, d'être mobilisé sur des compétences différentes que celles qu'elle développe dans le courant de sa vie professionnelle. C'est aussi une façon pour les entreprises de se mouiller, entre guillemets, sur le mécénat sans débourser on va dire de l'argent par le biais de chèques ou de dons financiers. Il faut bien étudier si vous avez, vous, besoin dans votre structure de compétences ou si, voilà, n'acceptez pas forcément du mécénat de compétences si vous n'en avez pas besoin. Je pense que ça peut être aussi une façon pour les entreprises de botter un peu en touche sur le mécénat financier que de vous proposer du temps de collaborateur. Et puis, je viens aussi un petit peu modérer l'engouement qu'il y a aujourd'hui sur le mécénat de compétences en disant que de grosses entreprises, que je ne citerai pas aujourd'hui car nous sommes enregistrés, profitent un petit peu de ce dispositif-là pour mettre en action des collaborateurs un peu placardisés ou un peu en fin de carrière. Il y a des démarches un peu comme ça qui ne sont pas très propres, je trouve. Mais en tout cas, c'est une belle solution de rencontre. Et ce n'est pas du bénévolat de compétences. Donc, le bénévolat de compétences, c'est une entreprise qui dit, bah voilà, l'entreprise, l'association qui organise un festival de marionnettes ou qui travaille sur la matériothèque, cherche du monde, allez-y en dehors de votre temps de travail. Ça, c'est du bénévolat de compétences et c'est pas déductible d'impôt. Donc, faut pas non plus. Il y a parfois des entreprises qui se trompent parce qu'elles ont mis en relation un salarié avec une structure, pensent pouvoir faire du mécénat de compétences. C'est vraiment sur le temps de travail qu'on va considérer que c'est un don de temps et de compétences de collaborateurs. Y a-t-il des questions sur ce mécénat de compétences? Alors, pas sur le mécénat de compétences directement. Il y avait une question de Sylvie sur la possibilité de faire des reçus fiscaux à des particuliers. Oui, tout à fait. Donc, pareil, sur le même principe de l'intérêt général, vous allez pouvoir émettre des reçus de dons aux particuliers. Donc là, la déduction fiscale n'est pas de 60%, mais de 66%. C'est un petit peu plus haut en termes de déduction fiscale. Pour les particuliers, c'est donc 66% dans la limite des 20% imposables. On ne peut pas non plus aller déduire tout son patrimoine. Il y a une limite, et pareil pour les entreprises. Alors, on l'atteint un peu dans le mécénat territorial, c'est dans la limite de 0,5% du chiffre d'affaires que la limite s'effectue. Donc là, je vous ai fait une petite slide spéciale ESS parce que je savais qu'on se parlait ce matin. J'entends souvent, oui, j'ai le label ESUS, du coup, je peux faire du mécénat. Non, pas encore. Voilà, comme ça, c'est clair, c'est dit. L'agrément ESUS, en fait, si vous l'obtenez, je vous remets là très rapidement les points, mais je pense que vous êtes formés, accompagnés par BGE pour comprendre ce qu'est le label ESUS. Ça va vous permettre d'obtenir des financements, on va dire, plutôt liés à l'investissement d'entreprises conventionnelles qui vont récupérer une façon des déductions fiscales à ce moment-là, mais ce n'est pas du mécénat. Ce n'est pas encore du mécénat. Anne-Mickaël travaille beaucoup là-dessus, mais il n'y a pas encore la possibilité claire de faire du mécénat auprès d'entreprises labellisées ESUS.
Ça va, pas de questions? Je continue. Pas de question. Je suis désolé, Julie, j'ai mon ordinateur qui fait n'importe quoi, c'est pour ça que je suis un peu perturbé. Par contre, oui, vous aviez demandé des questions sur le mécénat de compétences. Je ne sais pas si quelqu'un en a éventuellement par rapport à ce qui a été dit. A priori, non. Ah si. Moi, ça serait plutôt un sujet sur comment on identifie les entreprises qui en font déjà ou pas. Est-ce qu'il y a des plateformes peut-être ou des choses comme ça qui existent pour savoir quelle entreprise fait tel type de mécénat, ou est-ce que du coup on peut aussi se tourner directement vers les entreprises avec un projet un petit peu déjà construit, et donc voilà, c'est plutôt comment on construit un peu notre stratégie, quoi. Alors, c'est vraiment l'objet de cette deuxième partie du webinaire. Je vous propose de le dérouler. Puis si je ne réponds pas tout à fait à vos questions, on reprend ça dans le temps de questions-réponses. Ok, merci. Sur comment justement identifier qui. Donc là, je vous dis déjà pourquoi elles feraient du mécénat, les entreprises. Avant cela, je vous propose qu'on aille peut-être voir les résultats du sondage. Eh bien, super. Vous êtes tous très ouverts. Formidable. Donc, en fait, vous avez répondu en masse au fait que le mécénat, pour vous, c'était l'opportunité de construire de nouveaux partenariats. Et je suis très contente de voir que ce n'est absolument pas une solution pour boucler un budget rapidement. Ce qu'on pouvait encore entendre il y a quelques années où les gens disaient c'est facile, je vais aller voir l'entreprise du coin, puis elle va me donner les 5 000 € qui me manquent. Bien sûr que non. Et enfin, sur une démarche qui ne concerne que les grands groupes et une manière pour les entreprises de payer moins d'impôts, c'est justement ce qu'on va voir maintenant, que ça concerne finalement beaucoup plus les entreprises locales. Donc, pour répondre à la question des préjugés, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on fait en nombre d'entreprises mécènes, en nombre d'entités, pas en budget, je précise bien, en nombre d'entreprises mécènes, si on fait le cumul des TPE, donc des petites entreprises, moins de 10 salariés, et des PME, c'est 97% de ces entreprises-là qui vont être sur les 100% d'entreprises mécènes, 97% d'entre elles sont des TPE ou des PME. Donc déjà, c'est la première grande surprise que l'on peut observer quand on analyse un petit peu les chiffres sur les territoires. En budget mécénat, bien sûr, ce sont les grands groupes qui tiennent le pavé et qui représentent plus de 56% des montants et des budgets mécénat. Mais en nombre d'entreprises, c'est bien 97% d'entre elles qui vont être des PME ou des TPE. Concrètement, c'est l'entreprise qui est à côté de chez vous. La première motivation des entreprises, elle n'est pas fiscale. Comme je vous le disais, les grands groupes, les fondations, bien sûr, passent par l'outil déduction fiscale, mais les entreprises en local, pour le montant des dons qu'elles vont émettre, généralement ne font pas la déduction fiscale. En tout cas, ce n'est pas un argument. Ce n'est pas un argument déclaratif, ce n'est pas pour autant que ce n'est pas quand même un argument à mettre en valeur quelque part dans votre document de communication, qu'on verra juste après. Qu'est-ce qu'une plaquette mécénat et comment on fait finalement pour les solliciter? Donc, je vous le disais, la crise sanitaire n'a pas impacté tant que cela le mécénat. Ça a juste redéfini un petit peu les cartes en termes de domaine d'intervention. Avant, la culture était hyper bien soutenue par le mécénat, mécéné entre guillemets. Aujourd'hui, si le projet culturel n'a pas une dimension sociale ou sociétale, c'est compliqué aujourd'hui pour une structure d'avoir uniquement du mécénat culturel. Donc pour le festival de marionnettes ou le tiers-lieu autour du développement d'artistes, faut vraiment mettre en valeur la dimension sociétale du projet. Sociétale, j'entends attractivité du territoire, insertion, peut-être invitation de personnes éloignées de la culture, enfin vraiment aller parler ce jargon-là, parce qu'aujourd'hui, le mécénat, faire du mécénat juste pour un projet culturel, c'est devenu un peu compliqué. Bien sûr, tous les projets liés à l'insertion et à la santé ont explosé et sont passés devant tout le monde. Et puis, ça a un petit peu chamboulé aussi les efforts qui étaient faits sur le développement durable. Ça a un petit peu, pareil, perdu de vitesse au profit des projets insertion d'urgence, on va dire, plutôt liés à la crise sanitaire. Enfin, la concurrence de l'impôt ne se fait pas sentir, c'est parce que parfois on a un peu le fantasme qu'une entreprise va vous répondre « Oh, je paye déjà beaucoup d'impôts locaux, c'est bon, c'est à la collectivité d'organiser tout ça ». En fait, non.
elles ont plutôt envie de choisir comment sera dépensé leur impôt, si j'ai envie de dire. Donc, en fait, il n'y a jamais eu cet argument-là de la concurrence de l'impôt. Je vais passer pour aller plus vite. Je vais passer un petit peu sur les chiffres du baromètre aussi, je vais aller vite. En gros, pourquoi les entreprises feraient-elles du mécénat? Elles vont vous répondre à 89% que c'est pour contribuer à l'intérêt général. Donc ça, c'est vraiment super important, c'est de sentir qu'elles ont un impact et un intérêt sur le territoire. Donc elle va partager cette envie de faire du bien au territoire avec vous. Et elle va porter cette envie à travers votre projet. Donc quand vous allez les solliciter, il faut avoir en tête que leur motivation, c'est une motivation déclarative, encore une fois, même si c'est en fond d'elles pas forcément le cas, mais ce qu'elles vont déclarer, c'est ça. Donc c'est ce qu'il faut mettre en avant quand vous allez les solliciter, c'est qu'elles vont contribuer à l'intérêt général à vos côtés. Ensuite, en deuxième position, elles vont chercher à incarner et exprimer leurs valeurs. Leurs valeurs, mais pas n'importe comment. L'idée, c'est pas... je pense à vous, Andrea, là, sur votre projet de tiers-lieu sur le développement durable. Il ne s'agit pas de mettre n'importe quelle entreprise communiquer n'importe comment sur votre projet développement durable. On parle beaucoup de greenwashing, on parle aussi beaucoup de social washing, donc de faire attention à ce que ces valeurs-là s'incarnent réellement dans l'entreprise avant de s'incarner avec vous au sein de votre projet. Et puis ensuite, il y a vraiment cette dimension d'innovation sociale. Aujourd'hui, elles sont en recherche d'entreprendre autrement, de travailler un petit peu autrement la question justement de l'économie. Et elles sont très sensibles à tout ce qui se passe dans l'économie sociale et solidaire. Donc ça, c'est vraiment des dimensions très importantes. Je rajouterais en région, parce que ça, c'est du déclaratif un peu parisien. En région, ce qui est super important, c'est comment elle va communiquer en interne, comment elle va pouvoir communiquer auprès de ses collaborateurs sur le fait que son entreprise contribue à l'intérêt général, incarne des valeurs, fait du bien à son territoire, parce qu'aujourd'hui, il y a une vraie crise du recrutement, il y a une vraie crise aussi du turnover des personnes recrutées, et pour les tenir en Picardie pour pas qu'elles aillent à Bordeaux, à Montpellier ou à Marseille. En fait, les entreprises font vraiment très attention à l'engagement des collaborateurs et au fait de donner du sens au travail. Donc, si vous venez aussi avec ces dimensions-là, c'est un petit plus en tout cas pour les projets en région. Vous le voyez aussi, hein, les mécènes vont à 80% du temps préférer des projets locaux. On est vraiment sur des choses extrêmement pragmatiques. Elles ont besoin de voir tout de suite en quoi leur don va être utile, à quoi ça va servir sur le territoire et de voir naître presque sous les yeux des collaborateurs de l'entreprise et de la direction le projet naître avec vous. Donc ça, c'est super important. Pareil, un préjugé qui dirait que le mécénat, c'est les grandes entreprises et puis c'est à l'étranger. Pas du tout, c'est vraiment à 80% sur des projets locaux. Encore faut-il que l'entreprise soit au fait du mécénat et ait bien compris le principe de partenariat avec les associations ou les structures de l'ESS en local. 3 domaines prioritaires, donc le social, qui l'a toujours été, culture et patrimoine, qui tiennent quand même un petit peu la deuxième place du tableau, puis tous les projets liés à l'éducation. Si vous avez un projet qui remporte ces 3 domaines en même temps, bah là, vous avez vraiment toutes les cartes en main pour développer un bon partenariat avec une entreprise. On voit que tout ce qui va concerner l'environnement et la biodiversité est vraiment classé très bas, ce qui est très étonnant par rapport à l'urgence climatique. Alors, moi, je pourrais essayer d'analyser aussi un petit peu ce chiffre-là en disant qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ne vont pas participer au projet de développement durable par le biais du mécénat, mais par le biais de services recherche et développement. On a comme ça des structurations en interne qui vont permettre de finalement financer des projets d'expérimentation liés à l'environnement dans les services R&D. Et c'est aussi une problématique qui est plutôt partagée par la dimension RSE des entreprises et qui est moins de l'ordre du mécénat.
Alors, ces 7%-là, finalement, ça ne signifie pas que les entreprises ne s'occupent pas de questions d'environnement et de biodiversité. Je pense que ça veut plutôt dire qu'elles s'en occupent autrement, donc par le biais de la RSE ou de la R&D dans certaines entreprises. Hop, j'essaie d'avancer un petit peu. On parlera peut-être pas d'RSE aujourd'hui. Là, je voudrais vous parler donc des contreparties. On l'a vu tout à l'heure, quand il est question de mécénat, c'était marqué dans la définition sans contrepartie directe. En fait, c'est le mot direct qu'il faut ici interroger. Vous pouvez tout à fait, dans le cadre du mécénat, offrir des contreparties à votre entreprise. Simplement, la valorisation de ces contreparties ne doit pas excéder 25% du montant du don. Donc la contrepartie, c'est généralement des logos, c'est généralement de la visibilité, mais vous pouvez être tout à fait beaucoup plus créatif et imaginer d'autres types de contreparties. Donc celle qu'on va rencontrer en numéro 1 et qui est presque le service minimum de l'opération de mécénat, c'est vraiment le fait de mettre le logo de l'entreprise sur un site internet, sur un document de communication. Vous pouvez citer l'entreprise dans un article de presse éventuellement sur son don. Et c'est vraiment ce qu'elle va rechercher principalement. Certaines entreprises en Picardie, je vois que vous êtes beaucoup dans l'Oise, il y a des grands groupes en fait présents dans l'Oise, je pense notamment à LVMH, très présent dans l'Oise par rapport à des entreprises de flaconnerie ou etc. Flaconnage, bon, je ne sais pas comment on dit, bref. Et du coup, ces entreprises-là sont mécènes de beaucoup de structures, mais ne communiquent pas du tout, en revanche, sur leur soutien pour ne pas être envahies de demandes, justement. Mais il y a beaucoup d'entreprises sinon qui vont quand même vouloir avoir une visibilité sur le fait de vous soutenir. Ensuite, c'est les biens et les produits, les services, pardon, j'ai fait une faute sur le document. Les biens et les services, c'est tout ce que vous allez pouvoir mettre à disposition de l'entreprise. Donc, c'est des catalogues d'expos, pourquoi pas des espaces, si vous avez un tiers-lieu, si peut-être l'entreprise veut faire une assemblée générale dans votre structure, vous pouvez aussi mettre à disposition ces espaces-là. À savoir que du coup, faut imaginer la valorisation de cette contrepartie, combien ça coûterait si je devais leur vendre, et ça vous permet de calculer si vous êtes toujours dans ce seuil des 25% du montant du don. Troisième façon de faire de la contrepartie avec votre mécène, c'est de lui proposer de l'interactivité. Donc là, c'est des rencontres, des accès privilégiés, de la visite guidée. Elles sont très en demande quand vous êtes sur des projets à fort impact sociétal, peut-être même de réunions en entreprise ou de séminaires en entreprise, de journées d'infos en entreprise sur la thématique sur laquelle vous évoluez. Tout ça, ça peut vraiment aussi être source de fidélisation de vos opérations de mécénat. Et enfin, je mets toujours une quatrième partie qui est autre, parce qu'en fait, tous les projets sont uniques et vous pouvez tout à fait imaginer avec votre mécène une contrepartie très originale. Alors, soyez créatifs, écoutez votre mécène, écoutez l'entreprise, elle a peut-être des idées, elle, de contrepartie, il faut vraiment ouvrir le maximum. C'est pour ça que les grilles de contrepartie que l'on pouvait voir il y a 10 ans avec montant du don, temps égale telle contrepartie dans un tableau Excel avec des croix partout, tout ça, il faut l'éviter. Je vous conseille vraiment de laisser la place au mécène, qu'il ait la place lui aussi de se projeter et de savoir quelle contrepartie il aimerait. Donc, si je reprends un petit peu le chemin du don, comme je l'appelle, si une entreprise vous fait un don de 3 000 €, il y a donc une déduction fiscale qui est faite de 60%. Donc, elle décaisse l'année suivante 1 800 € par rapport au don engagé de 3 000 €. 3 000 €, c'est bien ce que vous empochez. C'est bien ce que vous gagnez, vous empochez bien 3 000 €. L'entreprise, elle, avec votre reçu de don, va pouvoir faire sa déduction fiscale. Elle va avoir le droit à l'équivalent maximum de 25% de contrepartie. Donc, si on s'amuse à le chiffrer, ça fait à peu près 750 €. Ce qui fait qu'à la fin de l'opération, le coût réel, le coût résiduel de son don n'est que de 450 €.
Donc, vous n'êtes pas du tout obligé d'émettre 25% de contrepartie. Vous pouvez tout à fait dire, bah, nous, c'est le logo et c'est tout. Mais si vous allez jusqu'au 25%, ça peut faire ce chemin-là. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, pardon, est-ce que vous pouvez remettre juste la slide d'avant, juste une minute que je revois les chiffres? Oui, c'est ça, 60%, 25%. Oh. Vous allez nous transmettre ce document ou pas? Oui. Oui, vous Ah l'avez. Je l'ai déjà, je vous le transmets après la séance. Andrea, vous aviez une question dans le chat concernant le mécénat de compétences. Oui, oui, je me demandais, je sais pas, j'ai peut-être loupé un truc, hein, mais je me demandais quels étaient les avantages en fait du mécénat de compétences pour les mécènes en fait. Mais peut-être qu'on y vient là. Non, j'en ai parlé, mais peut-être très rapidement. Le mécénat de compétences, donc il y a deux avantages. L'avantage, il va être fiscal au même titre que ce chemin de don là que l'on voit apparaître. Une entreprise va pouvoir justifier du nombre d'heures de salariés mis à disposition de votre lieu et en déduire fiscalement 60%. Et c'est aussi une façon en interne de fédérer l'engagement des collaborateurs. Ça veut dire que l'entreprise, elle est fière de pouvoir confier ses pilotages de mission, surtout sur des thématiques développement durable, etc. Ça permet au fait à l'entreprise de s'engager auprès d'une structure de l'ESS en local sans pour autant débourser concrètement, faire un chèque, quoi. Donc c'est une façon pour elle de mettre à disposition donc, du temps de collaborateur, de dire qu'elle s'engage et de faire en sorte que le collaborateur en question se sente bien aussi, se sente utile à l'environnement. Et c'est des projets souvent pilotés par les entreprises. Il y a des plans de mécénat de compétences qui sont mis en place dans les entreprises. Je pense à CGI, par exemple, sur Amiens, qui a un ambassadeur RSE et qui du coup, dans cette problématique-là, accompagne les collaborateurs à choisir la bonne cause, le bon projet, etc. D'accord. Et pour ce qui est des particuliers? Alors, le mécénat de compétences, c'est du bénévolat en fait, chez les particuliers. Il y aura du temps mis à disposition quand on est hors de son temps de travail, c'est du bénévolat. Ah oui, oui, oui. Ok, très bien. Merci. Sylvie avait une question. Oui. Oui, moi je voulais avoir une précision sur déduction fiscale. Ça veut dire quoi exactement? C'est-à-dire que si une entreprise paye des impôts, ça vient en moins sur ses impôts. Ouais, c'est ça, sur l'impôt sur les sociétés. Exactement. Voilà, c'est tout à fait ça. Si vous êtes face, par exemple, à une micro-entreprise, ça ne marche pas parce que la micro-entreprise n'est pas fiscalisée au régime des impôts sur les sociétés. D'accord. Et il faut qu'elle en paye. Il faut que l'entreprise paye des impôts sur les sociétés. Elle n'a pas le droit à, comment dire… un crédit? Un crédit. Non. C'est juste une déduction. Donc, il faut qu'elle en paye. Il faut qu'elle en paye. Comme les particuliers, d'ailleurs. Si vous êtes un donateur régulier des plateformes de financement participatif ou autres et que vous n'êtes pas imposé, tant pis. Ça ne marche que quand on est imposé. C'est pour ça que je vous dis bien que c'est un dispositif fiscal. Ok, merci. Je vais passer les fondations. Andrea, oui. Ouais. Allez-y, Andrea. Votre micro est fermé, par contre. Pardon. J'avais une autre question par rapport au nombre de mécènes autorisés ou conseillés. Est-ce qu'il y a quelque chose? Il y a rien qui est conseillé ou autorisé. Vous pouvez avoir autant de mécènes que vous le souhaitez. Il ne faut pas non plus. De toute façon, ça ne pourra pas. Alors, ce qu'on observe généralement, mais c'est pareil, c'est des chiffres. Je ne voudrais pas que vous vous disiez, ah tiens, il faut que j'ai une mécène. Mais ce qu'on observe, c'est à peu près 10% du budget qui est pris en charge. Voilà, c'est ça. Si je donne des petites enveloppes, il y a des structures qui vont être beaucoup plus engagées dans le mécénat. Alors, je pense par exemple aux ONG, aux grosses associations qui ont beaucoup plus de budget mécénat, mais on va dire qu'une association locale vise 10% du budget en mécénat, c'est correct.
D'accord. C'est correct. Après, sur les typologies de mécènes, j'ai souvent cette question-là. Et si j'ai 2 banques, et si j'ai 3 banques, est-ce que je suis obligée? En fait, si une banque souhaite l'exclusivité de son mécénat et dire je veux être que la seule banque mécène de votre projet, ça fait partie d'une contrepartie qu'il faut rémunérer. Vous ne pouvez. S'il ne donne que 1 000 €, il sera à côté, si c'est la BNP, elle sera à côté du Crédit Agricole, tant pis. Si elle veut l'exclusivité, il faut quand même que ce soit un don conséquent. Mais il n'y a rien qui dit qu'il peut y avoir qu'un représentant, par exemple, d'une corporation comme mécène. Très bien. Julie, j'avais une question à titre d'exemple. Vous avez cité LVMH sur l'Oise, donc les sièges sociaux sont souvent en région parisienne, ou voire là, le cas c'est l'Oise. Pour autant, il y a des petites structures décentralisées d'LVMH, par exemple. Donc, comment ça se traduit? Est-ce que c'est tout compte fait une démarche nationale, ou est-ce qu'il y a une décentralisation de la subvention possible? Ça dépend. C'est vraiment une réponse de Normand, désolée. Ça dépend tout à fait. Alors, il y a sur les structures de l'Oise, ça va être à la discrétion de la gouvernance territoriale de l'entreprise qui a une direction propre et une capacité à émettre des dons en propre. Il y a des structures qui vont tout régir au national. Ça dépend. C'est le cas surtout des banques qui vont avoir une fondation nationale, une fondation régionale, des caisses locales, et chaque échelon peut faire du mécénat. D'accord, ok. Donc ça dépend vraiment de la structure. Excusez-moi cette réponse complètement floue. Non, mais je comprends. Merci beaucoup. Alors, je vous propose d'aborder le point des sollicitations. Comment on fait pour les solliciter? Parce que finalement, je pense qu'on est ici ce matin pour quelque chose de très concret. Comment je fais maintenant qu'on s'est dit tout ça pour aller chercher des entreprises? Donc, sur les listings d'entreprises, il n'en existe pas à proprement parler sur le mécénat dans les territoires. Vous avez des répertoires de fondations, notamment le Centre français des fondations a sur sa base de données un répertoire des appels à projets en cours et des fondations que vous pouvez critériser par région, domaine, etc. En région Hauts-de-France, vous avez la plateforme aide.fr, appel à projet.fr, qui est en fait une structure. Appel à projet.org. Pardon, merci Célestin. Vous trouvez aussi des appels à projets de fondation dans cette base de données. Admical, un petit répertoire aussi des entreprises mécènes avec un peu de PME dedans. Sinon, c'est du travail de prospection. Avant d'aller chercher une entreprise, faut d'abord savoir qui on est. Et donc, ça va un peu définir qui on va aller chercher. Qui je suis, ça veut dire quelles sont les valeurs, quelles sont les missions, quelle est la vision de ma structure. Ensuite, quels sont les projets qui vont correspondre au mécénat. C'est mieux de commencer par un projet avant de proposer à un mécène de vous soutenir intégralement. Par exemple, j'ai un festival, j'ai une nouvelle mission, j'ai une nouvelle action, j'ai un projet que j'aimerais essaimer, développer. C'est plutôt sur ces genres de projets que vous allez rencontrer des entreprises. Ensuite, comment on les trouve? En fait, moi, ce que je conseille généralement, parce que il y a la stratégie du bon élève qui est finalement la stratégie qui est la plus handicapante. C'est-à-dire que la stratégie du bon élève, c'est je télécharge toutes les entreprises de mon territoire, je vais à la CCI, j'achète allez, je me retrouve avec 500 fichiers, 500 entreprises sur un fichier Excel et j'y vais. En fait, on va pas travailler comme ça pour trouver le mécénat. On va se concentrer sur 10 entreprises et 10 entreprises que l'on connaît parce qu'on a des collaborateurs qui sont peut-être salariés par ailleurs dans cette entreprise, parce que c'est une entreprise qui est à côté, parce que c'est une entreprise dont vous avez entendu éventuellement qu'elle embauchait, qu'elle se déployait, etc. Et on se constitue un petit fichier de 10-12 entreprises, mais on le fait bien. C'est-à-dire qu'on va vraiment qualifier
son contact. On va essayer de savoir qui dans l'entreprise s'occupe des partenariats. Alors généralement, c'est les personnes aux ressources humaines. Ça peut être aussi les personnes à la communication. C'est assez rarement des délégués RSE ou mécénat parce qu'il n'en existe finalement pas. Et c'est bien sûr la direction générale qui va octroyer ou non l'opération. Pour trouver donc ces personnes-là, il faut vraiment travailler, c'est une prospection commerciale. Vous allez avoir une plaquette de mécénat, je vous la définis juste après. Vous allez avoir ces 10-12 entreprises que vous ciblez. Et vous allez appeler en disant bonjour, je suis festival de marionnettes, tiers-lieu culturel, etc. etc. J'aimerais parler à la personne qui se charge des partenariats. Donc là, je vous conseille plutôt d'employer le mot de partenaire, puisque comme je vous l'ai dit en introduction, le mécénat, c'est pas connu. Et généralement, si vous dites voilà qui s'occupe du mécénat, on va vous dire personne. Donc ça ne sert à rien de partir là-dessus. Donc vous demandez plutôt à la personne en charge du partenariat. Et là, on va vous passer soit la communication, soit les ressources humaines. Faites attention de ne pas rentrer dans l'impasse du CE. Les comités d'entreprise ne sont pas mécènes. Ils sont acheteurs de prestations. Donc, si jamais vous voulez vendre de la billetterie, des choses comme ça, c'est le CE. Si on vous propose de parler au CE, c'est qu'on n'a pas compris votre demande. Il faut plutôt parler, comme je vous le disais, au RH, à la communication ou directement à la direction générale. Quand vous avez comme ça un contact, donc on va vous dire, bah oui, c'est un tel à la communication qui va s'occuper plutôt de cela. Vous prenez bien les coordonnées et donc c'est après cette personne-là que vous allez essayer de rentrer en contact par différentes manières. En l'envoi d'une plaquette, l'envoi d'un mail, un coup de téléphone, l'envoi d'informations, l'inscription à des newsletters, ce que vous voulez. Et généralement, en fait, l'idée, c'est de décrocher un rendez-vous. Quand vous décrochez un rendez-vous, c'est qu'à 70%, la personne a compris qu'il fallait qu'elle vous donne de l'argent ou du temps de collaborateur ou quelque chose et qu'elle était presque prête à le faire. Simplement, elle a besoin d'être rassurée et de comprendre votre projet. Tant que vous n'avez pas le rendez-vous, c'est compliqué d'avoir un mécène. Ensuite, si jamais au bout de 4-5 sollicitations, on ne vous répond pas, je vous conseille de laisser tomber, de passer à une autre entreprise et vous remplacer comme ça votre fichier de 10-12 entreprises avec celles qui vous répondent de celles qui vous répondent pas et vous jouez comme ça sur un fichier de 10-12. C'est très différent des appels à projets de fondation. On pourra refaire un webinaire sur les fondations. Là, je vous parlais vraiment du mécénat local qui est, à mon sens, là où vous avez le plus de chances d'avoir des dons puisque les fondations, aujourd'hui, c'est devenu très compliqué. Très, très compliqué. La plaquette mécénat, globalement, c'est quelque chose qui fait... 4 pages, 8 pages, ça devient trop long. C'est généralement un format A4 avec vraiment un document visuel qui vous ressemble. N'essayez pas de ressembler à une communication d'entreprise dans votre plaquette mécénat. Ayez vraiment une communication qui vous ressemble avec pas mal d'images, des photos, des choses qui donnent envie, des idées fortes, des idées clés, alors moi ce que je conseille souvent c'est une couverture attrayante avec un verbe d'engagement, par exemple tiers-lieu, je ne sais quoi, avancer avec nous ou développer avec nous ou avançons ensemble ou conjugaux non passion, enfin ce que vous voulez, mais un petit slogan comme ça qui invite en tout cas tout de suite dès l'entrée à vous soutenir. Un petit édito qui rappelle un petit peu qui vous êtes, pourquoi vous engagez aujourd'hui une stratégie de mécénat, puis une présentation assez courte de la structure et impactante. Nous, c'est tant de collaborateurs, tant de projets, tant d'antennes, ou alors si vous êtes un projet en pure création, en pur développement, vous mettez plutôt qu'est-ce qui fait que vous êtes le mieux placé pour développer ce projet-là aujourd'hui sur votre territoire. Donc ça va être la page 2. Ensuite, la page 3, qui est donc quand on ouvre la plaquette, celle de droite, qu'est-ce qu'on entend par partenariat, par mécénat, les projets phares, qu'est-ce que vous proposez comme développement de valeur à vos côtés pour l'entreprise, et puis un rappel dispositif du mécénat si jamais vous êtes éligible, vous mettez la structure est éligible au mécénat, vous rappelez un petit extrait de la loi que vous trouvez partout sur internet et qui dit que pour l'entreprise il y a la possibilité de déduire 60%
du montant du don. Vous pouvez aussi donner quelques exemples de mécénat pour un don de 10 000 € et un petit exemple de contrepartie que l'on pourrait trouver. Soyez pas timide dans vos exemples. Je travaillais avec une structure du territoire et on avait commencé nos argumentaires à 3 000 € et on a fait l'essai de remplacer par 5 000 €. Ça n'a absolument rien changé. Donc ne soyez pas timide du tout dans l'expression en tout cas de vos exemples. L'opération de mécénat, alors moi c'est ce qui me passionne dans mon travail, c'est que c'est à la fois une dimension de gestion. On va venir interroger le budget de votre structure, puisque où est-ce qu'on met le mécénat, comment on met le mécénat, quel projet, etc. C'est aussi une problématique finalement de juridique. Il y a beaucoup de questions qui se posent sur le don, et puis c'est surtout une opération de communication. Donc là, il faut vraiment le prendre comme cela. Il y a des structures qui vont développer un message, un slogan, un logo propre aux opérations de mécénat. Il faut aussi inviter l'entreprise, comme elle n'y connaît généralement pas grand-chose au mécénat, il faut l'inviter dans un programme de reconnaissance, c'est-à-dire, voilà, vous nous soutenez, voilà ce qui va se passer pendant l'année de votre soutien. On va se voir là on va vous inviter, là c'est le projet, là on viendra vous parler en entreprise, etc. Et vous jalonnez un petit peu comme ça le parcours sur une année. Vous pouvez aussi avoir un site internet dédié à l'opération de mécénat avec des contributions régulières, faites un don en ligne et compagnie. Vous pouvez avoir une page dédiée sur votre site internet également, une plaquette bien sûr, des relais sur le territoire. Par exemple, la MAM sur Amiens fait un gros travail de mise en relation d'entreprises locales avec des projets de territoire, mais vous pouvez aussi avoir comme ça des structures comme BGE bien sûr qui vous font ces petits relais d'infos. Soyez assez forts en réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook, Instagram, ça marche très très bien pour justement les petites nouvelles qu'on peut donner à l'entreprise mécène pour lui donner un petit peu de visibilité sur son impact et sur son don. Et puis aujourd'hui, c'est devenu quelque chose d'assez utilisé par les entreprises qui vont pouvoir faire des partages d'infos ensuite sur leur propre page en disant voilà, on soutient tel projet, regardez, ça se passe bien, etc. Et puis ensuite, vous pouvez également travailler l'événementiel, surtout pour les projets qui ont soit qui sont des festivals, soit qui ont un lieu. Invitez vos mécènes, invitez les entreprises à découvrir un petit peu vos structures et ça vous permet à la fois de fédérer celles qui sont déjà présentes et de recruter de nouvelles entreprises à vos côtés. Conclusion. Je suis presque dans les temps, Célestin, vous avez vu? C'est pas mal. C'est parfait. Donc, s'il y avait, on va dire, 8 points à retenir avant de se lancer, il faut impulser la démarche et il faut que votre conseil d'administration soit vraiment d'accord. On a encore parfois des envies contraires entre la gouvernance des structures et puis les chargés de mission ou les personnes qui vont être en charge du mécénat. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la pédagogie et même du côté des entreprises, il y a vraiment un travail à faire sur le fait d'impulser les démarches. Donc, il y a ce gros travail d'amorçage qui n'est pas facile à faire, d'amorce qui n'est pas facile à faire, mais qu'il faut vraiment se laisser le temps de faire parce qu'une fois que ça a démarré, ça prend bien. Ensuite, en interne, il faut vraiment travailler en mode projet. Alors, généralement, une cellule mécénat, il y a 3 grands postes. Il y a la personne en charge de la communication, la personne en charge de l'administration qui va se charger des reçus, des conventions, etc. Et la personne en charge de la prospection. Ces 3 casquettes, vous pouvez l'avoir sur la même personne ou vous pouvez la diffuser dans votre équipe, avoir quelqu'un qui sera plutôt com, quelqu'un qui sera plutôt admin et quelqu'un qui sera plutôt prospection. Mais en tout cas, c'est 3 grandes tâches qu'il va falloir répartir ou qui vont vous appartenir. Vraiment, voilà, c'est quelque chose qui est passionnant parce qu'on peut travailler en mode projet, mais qui peut être aussi assez lourd quand on est tout seul à s'en occuper. Il y a encore une fois, au tout début d'une démarche, on va dire qu'il y a 6 à 9 mois de travail sans résultat. Donc, il faut tenir ces 6 à 9 mois où on va constituer ces documents, rencontrer les entreprises et on va avoir ces premiers résultats au bout de 6 mois à 9 mois. Mais on a des résultats. Il ne faut pas hésiter à se former en interne. Il y a pas mal
de formations qui existent. Moi, j'en dispense notamment sur la question du mécénat et du développement de partenariats privés. Il ne faut pas hésiter à recueillir de l'information et à se former. Ça va demander aussi beaucoup de acculturation, c'est-à-dire qu'il va falloir travailler son projet pour qu'il rentre dans la philosophie d'une entreprise ou qu'il soit en tout cas accueilli dans une entreprise. Donc il y a ce travail de mise au niveau. J'entends par là qu'on a souvent la tendance à jargonner dans son projet, c'est-à-dire qu'on va parler QPV, enfin je sais pas, on va employer des mots un petit peu comme ça. Les entreprises, elles n'y connaissent rien à ça. Donc il faut faire ce travail de déjargonner un petit peu son discours pour être à la portée des entreprises. On définit toujours un contact privilégié. On n'appelle pas l'entreprise Startampion, on appelle monsieur ou madame XY de l'entreprise Startampion. C'est exactement la même chose pour les fondations d'entreprises. On n'hésite pas à prendre attache avec les personnes en charge des dossiers et à leur parler. Aucune opération de mécénat ne se fait par un simple envoi de mail et bouteille à la mer. Tous les projets sont formidables, tous vos projets sont géniaux, mais ça ne suffit pas. Il faut vraiment créer le contact. On cible les entreprises, on ne se lance pas dans un fichier de 500 contacts, on cible vraiment les entreprises qui ont un sens pour vous et qui sont proches de vous, vraiment le cercle 1 d'entreprises, et puis ensuite vous élargirez petit peu par petit peu, mais faites-vous la main sur les entreprises que vous connaissez déjà. Ensuite, on travaille ces contreparties, c'est-à-dire avant même de rencontrer les entreprises, on se demande ce qu'on est capable de produire comme remerciement, comme contrepartie. Et donc, on va se dire, tiens, moi, je ne peux faire finalement que du logo. Je ne vais jamais avoir un don de 100 000 euros. En revanche, si on est capable de produire de la rencontre, des accès privilégiés, des mises à disposition d'espace, ça fait que l'enveloppe mécénat peut se permettre d'être un petit peu plus conséquente. Et enfin, même quand vous n'avez pas de projet à développer dans le cadre du mécénat, entretenez des relations avec les entreprises locales. Allez dans les petits déjeuners entreprises qui sont organisés par les clubs services type Rotary, Lions Club, BNI, il y a pas mal de groupes d'entreprises comme ça, allez les voir, allez les rencontrer. Elles sont toujours assez curieuses des projets que vous développez et vous aurez toujours un bon accueil. Donc, n'hésitez pas à aller déjà rencontrer ces personnes-là. Et je rajouterais, même si je ne l'indique pas, parce qu'on est entre gens de bien élevés, mais remercier les entreprises aussi qui vous feraient des dons. On a aujourd'hui un peu des logiques de guichet avec les subventions publiques et on remercie rarement en fait les subventionneurs. Quand c'est des entreprises, prenez le temps de les remercier à plusieurs reprises et de différentes manières. Elles apprécient vraiment cela. Je vais couper le partage, je vais voir vos têtes et puis prendre les questions. On s'était dit jusqu'à 11h la présentation. Merci beaucoup Julie en tout cas. Je me dis qu'on aurait dû faire quelque chose de 3 heures. Parce que il me semble que vous avez encore beaucoup de choses sur le coude. Il y a plein de questions. Ça donne envie en tout cas. Alors n'hésitez pas. Voilà, si vous avez des questions, c'est le moment. Vous pouvez ouvrir votre micro et poser vos questions directement. Moi, j'ai une question, c'est Marie-Laure. Julie, je suppose qu'il y a cumul possible de mécénat. Et est-ce que tu conseillerais une stratégie de cumul, justement? Oui, il faut diversifier. Si on n'a qu'un mécène qui soutient un projet, le jour où le mécène il n'a plus envie, il n'y a plus de projet. Donc, il faut vraiment diversifier et on va dire qu'il y a une espèce de panélisation, une typologie de mécènes que l'on peut retrouver comme ça sur des structures. Alors généralement, il y a la banque chez qui on est, ou la banque concurrente qui fait cette opération de mécénat pour essayer de vous récupérer comme client. On a souvent des concessionnaires auto, on a souvent des cabinets d'expertise comptable. On a aussi souvent, et ça dépend de votre philosophie, les supermarchés ou fast-food. Qui sont donateurs en local. Et puis ensuite, ça va être des entreprises plutôt du BTP et des entreprises liées à l'industrie. D'accord. Les entreprises de services sont des micro-entreprises ou des entreprises qui ne vont pas être fiscalisées et du coup ne sont pas éligibles au mécénat, mais ça ne veut pas dire qu'elles ne vont pas travailler avec vous. Mais... D'accord. Donc la notion de banque, par exemple, ça peut être stratégiquement une grave erreur.
Non, ça peut pas être pas forcément une grave erreur, mais encore une fois, s'il y a une exclusivité, enfin oui, bon, après, on n'est pas face aujourd'hui, là, dans vos vies de porteurs de projets, il n'y a pas encore, Bien sûr, mais il y aura c'est. bientôt, mais il n'y aura pas une bousculade, en tout cas, pour venir vous soutenir. Ça sera plutôt une démarche que vous allez faire, vous, pour obtenir du soutien. Mais il vaut mieux avoir, oui, allez, 4-5 mécènes à 5 000 € qu'un gros mécène à 25, quoi. Ça, c'est sûr. Ok. Merci, Julie. Donc moi, j'aurais une question. Oui. Est-ce que vous m'entendez? Ouais. Très bien. Parce que moi, ce que j'organise, c'est une exposition d'art contemporain populaire. Comment définir le rôle social de l'art? Puisqu'il faut qu'il y ait apparemment, c'est indispensable d'avoir un rôle social ou d'apporter quelque chose, on va dire, à la communauté. Je me pose la question sur comment définir ça. Alors, il y a souvent la dimension déjà d'attractivité territoriale, de dire on organise un truc sur notre territoire, il n'y a plus beaucoup de choses dans notre région, alors c'est quand même bien d'organiser un événement. Là, vous me parlez d'art contemporain populaire, c'est ça, c'est le mot que vous avez Ouais. Donc, ça veut dire laisser libérer la créativité des citoyens, libérer enfin, en tout cas, de permettre à chacun d'avoir une créativité. Et puis, dans les contreparties, vous allez pouvoir éventuellement proposer, pourquoi pas, une exposition dans les murs de l'entreprise. Vous allez pouvoir éventuellement le proposer aux salariés de participer, vous voyez, de trouver ce genre de lien. Je citerai pour cela un exemple que j'ai vu naître dans l'Aisne, une entreprise qui faisait des feuilles PVC. Ouais. Je crois que c'est Sifra. Bon, je ne sais plus. En fait, il y a un artiste d'art contemporain amiénois qui est allé les solliciter pour obtenir des chutes de feuilles PVC. Il voulait travailler la notion d'empreinte et faire des pliages, etc. Il a obtenu ce don qui était vraiment genre venez le jeudi, on jette les matériaux, allez dans la poubelle blanche et prenez ce que vous voulez. C'était vraiment ça. Hein. Il y est allé, il a pris tout ce qu'il pouvait, puis il a fabriqué des œuvres. Il a envoyé la photo de l'œuvre au directeur qui a trouvé ça formidable, qu'il en a acheté 15. Donc à la fois pour des cadeaux fournisseurs et puis aussi pour mettre dans l'entreprise. Ça a été ensuite une résidence d'artistes en entreprise avec de la mise à disposition de tant de salariés pour fabriquer une œuvre collective. Enfin, vous voyez, il y a eu toute une histoire qui s'est créée autour de ça. Donc ça peut s'embraser aussi très vite. Ouais, c'est ça. D'accord, merci. Ça montre qu'en fait, on peut partir d'une toute petite collaboration, de quelque chose de très petit au démarrage, pour après, avec le lien mis en place, etc., aller vers quelque chose d'un peu plus d'envergure, quoi. C'est tout à fait ça, c'est vraiment une stratégie donc, de fidélisation. Vous allez faire un petit peu un appel aux dons des entreprises avec un projet phare, un peu marketé, un peu, vous voyez, qui donne envie, donc qui va se passer, et généralement les entreprises, une fois qu'elles ont passé 1 an à vos côtés à développer ce projet-là, elle va vous adorer, elle va adorer ce qui s'est passé, etc. Et c'est là qu'elle va soutenir la structure. Et donc les dons, en fait, ils sont exponentiels. Et il y a à peu près 80% des entreprises qui font une première démarche mécénat qui la reconduisent. Top. Y a-t-il d'autres questions? Moi, j'aurais une question. Du coup, pour le mécénat, on est forcément obligé de passer sous le statut associatif ou si on est en tant qu'auto-entrepreneur, ça peut également marcher? Alors, si vous êtes auto-entrepreneur, vous ne pourrez avoir que des partenaires, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas mettre en place toute cette stratégie, c'est juste que vous n'allez pas pouvoir offrir la déduction d'impôt à vos partenaires. Donc, ils ne seront pas mécènes, ils seront partenaires. D'accord. C'est juste ça. Mais en fait, la démarche, elle existe tout pareil, si vous voulez. Simplement, le mécénat, c'est pour des associations d'intérêt général. Ok. Nous, on a une question aussi, c'est par rapport aux entreprises d'insertion, ça fonctionne? Ça dépend de leur statut. Si c'est une SAS, imaginons. Ah ouais, une SAS, oui, bien sûr. Okay. Bien sûr.
Une question pratique, Julie. Les délégués, enfin les bénévoles au niveau de la Picardie, donc il y en a pour chacun des 3 départements. Non, je suis la seule Picarde. Sinon, il y a Katia Tudisco Damani qui est sur l'île. Donc moi, je suis plutôt la version sud des Hauts-de-France. Et sinon, c'est région. Ouais, c'est région. Et on a gardé le découpage des anciennes régions. D'accord. OK. Merci. Est-ce que si imaginons, on crée une plaquette pour aller chercher du mécénat, est-ce qu'on peut vous l'envoyer pour vous nous disiez si ça vous semble correct ou pas? Pas de souci. Ok, merci. D'ailleurs, C'est Julie, bien dans l'objet du mail webinaire BGE que je vous identifie. si dans le cadre des documents qu'on va transmettre, il serait éventuellement possible d'avoir un exemple de plaquette. Je pense que ça pourrait inspirer un certain nombre de personnes. D'accord. Alors, je crois que Jean-Marie avait levé la Ouais. main, mais il l'a baissé tout de suite. Ouais. Je ne sais pas si vous m'entendez du coup. Oui, c'est Ouais. bon. Moi, je m'interroge sur ce mécénat. Est-ce que du coup, dans les départements Picard notamment, BGE pourrait se positionner dans l'impulsation d'un club de mécènes en vrai, pour travailler peut-être avec les chambres consulaires des métiers et de l'artisanat ou du commerce, pour justement faire cette pédagogie qui nous manque, parce que là, si chaque association se déplace sur le terrain avec sa belle plaquette et tout, je pense que ça risque d'engendrer plus de refus qu'autre chose, quoi. Enfin, je trouve plutôt, enfin, c'est très intéressant le mécénat pour le coup, mais j'ai l'impression vraiment qu'il nous manque cette sensibilisation sur le terrain, quoi. C'est vrai. Tu as totalement raison sur l'analyse, hein, Jean-Marie. On a essayé, quand je suis arrivée en 2019, j'ai essayé de parler aux entreprises. En fait, c'était les associations qui venaient. On a beaucoup de difficultés et c'est vrai qu'il y a un véritable enjeu de communiquer, de sensibiliser, d'aller trouver du relationnel dans les entreprises pour qu'elles puissent du coup être sensibilisées et faire le premier travail, en fait. Ce dont tu parlais, Julie, ils méconnaissent déjà à la base ce qu'il y a derrière, les possibilités, dans quel cadre ça peut aller. Ça c'est un véritable travail, effectivement. Après, la limite qu'on va rencontrer aussi à ces actions collectives, c'est que, voilà, pour tout vous dire, les chambres de commerce ont toutes eu une cellule mécénat qui était copartagée d'ailleurs avec les services de la DRAC. Ça a été des initiatives qu'on a trouvées un peu partout dans les CCI. Ça marche pas. Ça coûte beaucoup d'argent et ça marche pas. Les deuxièmes choses qu'on voit, c'est des initiatives de regroupement de mécénat collectif. Il y a une très belle initiative qui vient de naître là sur Amiens, un fonds de dotation de PME qui vient d'être créé, qui s'appelle Fondation M, comme le chanteur, qui est à l'initiative d'un jeune entrepreneur et qui a fédéré autour de lui une dizaine d'entreprises mécènes et qui a un fonds de dotation. Donc, clairement, ils se mettent autour de la table, ils déduisent fiscalement leurs dons en donnant leur argent au fonds de dotation et le fonds de dotation se charge ensuite de dépenser. Donc ça, il y en a un petit peu partout. C'est en train de se créer un peu partout. Il faut juste être au fait de ces informations-là. Et ensuite, sur les démarches collectives, il y a quand même une démarche, c'est un duo. En fait, le mécénat. C'est la bourse aux mécènes. J'y crois pas beaucoup, moi. Je pense que c'est un coup de cœur d'une entreprise pour un projet et une relation B2B qui doit se créer, même s'il y a un effort de pédagogie sur la matière mécénat qui doit être fait peut-être par des instances comme BGE, ou moi c'est ce que je fais le plus souvent possible. En revanche, pour le côté je trouve un mécène, c'est vraiment pour moi une stratégie qui doit se faire 2 à 2, quoi. Mais pour un petit artisan, du coup, la charge de travail administratif peut paraître, je l'imagine, enfin, inconcevable, quoi. Alors pareil, il faut les rassurer, ce qu'ils vous disent souvent les entreprises, ah, j'ai pas le temps, c'est trop lourd, etc. En fait, non, vous émettez un reçu de don, et puis c'est le comptable qui s'occupe du reste. Il faut vraiment qu'on travaille du coup une boîte à outils, en tout cas, je pense, peu clé en main, quoi. Enfin...
Vous avez tout compris. C'est vraiment cette façon que vous allez avoir d'accompagner votre mécène. Et quand je parle de programme de reconnaissance, c'est vraiment ça. Vous donnez tout en main. Et en fait, le mécène, il n'a plus qu'à se laisser balader par votre action. Vous lui donnez des rendez-vous, des nouvelles. Vous lui transmettez vos informations. Mais à part le reçu de dons et la convention, c'est tout en fait. Hein. Et ça ne demande pas plus de travail. Si signer un chèque ou faire un ordre de virement. Mais sinon, non, vous allez prendre en main cette relation. Et souvent, ils disent, ah, mais j'ai personne pour s'occuper de ça en interne. En fait, non, vous allez tout gérer. Vous allez copiloter la relation de mécénat. C'est vraiment ça qu'il faut leur dire. Et cette concurrence avec les EPCI, du coup, est-ce qu'elle elle a ses limites? Parce que nous, on n'est pas au stade où les entreprises connaissent le mécénat, mais du coup, les EPCI, moi je vois par exemple sur mon territoire dans le Beauvaisis, ils se positionnent clairement sur le mécénat, la maladrerie par exemple. Complètement. Mais du coup, on ne peut pas concurrencer Stéphane Bern, quoi. Enfin... La Claude Beauvais aussi a fait beaucoup de mécénat. Alors, la limite, c'est ça. C'est soit vous allez, soit on se dit, ils défrichent. Du coup, les mécènes des collectivités ou des EPCI ou des EPCC sont des mécènes formés qui n'ont plus qu'à débaucher. On peut le voir un peu en opportuniste et en mercenaire, en se disant, ces entreprises-là qui ont mis leur logo comme mécène, en fait, elles savent ce que c'est le mécénat. Et généralement, les conventions de mécénat, ça dure 3 ans. Donc, on peut attendre 3 ans, puis aller les chercher. Il y a ce côté un peu filouterie de se dire, finalement, elles ont défriché le mécénat. La deuxième réponse, c'est de se dire, du coup, ça me permet de voir lesquelles je ne vais pas aller voir, puisqu'elles sont déjà mécènes de telle ou telle structure en local. Et la troisième élément de réponse, c'est de coordonner. Si vous avez une collectivité qui lève des fonds pour un festival de marionnettes et que vous êtes créateur d'un festival de marionnettes dans la même collectivité, allez les voir et essayez de développer ça en commun et de créer quelque chose de collectif. Merci. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Ou des remarques, ou des surprises, ou des... Tiens, je ne m'attendais pas à ça, ou... Il y a une remarque d'Eric. Ah non, c'est Andrea qui communique à Eric, excusez-moi. Ah oui, dans le chat. Par contre, j'ai une question par rapport à la cohérence des mécènes par rapport à l'activité, quoi. Jusqu'où on peut aller, parce que c'est vrai que quand on... Le demander à McDo, c'est pour voilà. des activités. Ouais. Je constate aussi beaucoup de réticence. Hein, quand il faut aller sur des choses comme ça, il y a une levée de bouclier en disant on est prêt à faire des choses, mais pas avec toutes les entreprises quand même. Voilà, moi je me vois pas aller démarcher McDo, clairement, ou même un concessionnaire automobile. Je me dis que c'est pas cohérent avec la démarche. Et en fait, il n'y a pas grand-chose de cohérent dans la démarche dans les alentours, quoi. Après, la cohérence, je comprends ce que vous voulez dire, Andrea, et vous êtes beaucoup à partager cela. Moi, j'ai pas, en tant que professionnelle, j'ai pas beaucoup d'avis là sur la question. En tant que citoyenne, j'en ai, mais je ne sais pas. Vous voyez l'ONF, l'Office national des forêts? Oui, ils sont mécénés par Total. Ah ouais. Et en fait, l'idée, c'est de se dire, en fait, peu importe, tant que j'ai de l'argent pour faire mon travail. Donc, on peut avoir cette philosophie-là. On peut aussi avoir une philosophie éthique, mais si vous êtes très éthiquement engagé dans justement pas aller jusqu'à là pour vos entreprises mécènes, dites-le vous au sein du conseil d'administration très tôt. Et la deuxième réponse, c'est aussi de se dire, est-ce que c'est pas aussi essayer de changer les pratiques que de faire un partenariat avec des structures qui ne seraient pas complètement ODD. Au contraire, est-ce que ce n'est pas tendre la main à une entreprise pour l'aider à changer? Ouais, je vois. Ok. Ça se tient. Ça se tient. Ou pas, c'est vous qui choisissez. Ouais. Non, mais il peut y avoir quelque chose comme ça, oui, ça peut... C'est une piste intéressante, en tout cas. Ouais, non, mais c'est clair, ça permet à l'entreprise de s'acheter une conscience, effectivement, mais ça permet aussi de mettre en place des actions
qui, sans ces financements, ne serait pas possible. Mm. Donc ça fait globalement avancer la cause, même si les fonds ne sont pas... Oui, c'est vrai, oui. Ouais, il faut savoir être opportuniste, quoi. Vous pouvez aussi conditionner les dons au fait d'organiser systématiquement un atelier sur le développement durable et mon territoire et Mm. forcer les consciences à changer. Enfin, vous voyez, ça peut être aussi ces choses-là. Tout à fait. Merci. Julie, je constate que par département, il y a des fondations de dotation qui se créent, mais en fait avec l'aide d'Admical, c'est ça? Alors, Admical met en place un incubateur de projets de mécénat collectif. C'est vraiment à destination des entreprises qui souhaiteraient, comme je vous l'ai dit là sur le fonds de dotation amiénois, se mettre ensemble pour aider mieux les causes en fait. Au lieu de faire des petits dons chacune de 5 000, se mettre tous ensemble autour de la table et développer des programmes d'action plus conséquents. Donc ça, et Admical vient aider à structurer la démarche auprès des entreprises. Donc c'est souvent à l'initiative ou d'une collectivité ou d'une entreprise ou d'un collectif déjà constitué. Ok, d'accord. Et ça donne un critère de sérieux. Enfin, je pense que de toute façon, mais vous avez un déroulé, vous les accompagnez sur le déroulé, entre autres, sur la structuration, mais aussi le déroulé ensuite avec les porteurs de projets. Pas exactement. D'accord. Merci. Est-ce que ça vous donne envie d'aller explorer cette piste, en tout cas? Bah, moi, oui. Et puis, en fait, c'est vrai que le mécénat de compétences, j'y avais pas forcément pensé, mais ça peut être très intéressant aussi, quoi. Ça m'a un peu ouvert là-dessus. Alors, merci. Il y a La Poste qui fait pas mal de mécénat de compétences. Complètement. Il existe une plateforme, pardon, il existe une plateforme qui s'appelle Vendredi, où des entreprises s'inscrivent pour pouvoir permettre à leurs salariés de pouvoir faire justement du bénévolat, mais en mécénat de compétences. Et on peut déposer son projet pour que les salariés s'inscrivent sur le projet et c'est eux qui choisissent où ils veulent faire leur bénévolat de compétences, entre guillemets. Donc ça, c'est pas mal. Ligia a levé la main. Oui, j'avais simplement une petite remarque. Bravo, la présentation est très claire. Mais peut-être de dire aussi que une démarche de mécénat, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire toute seule. C'est-à-dire que c'est toute l'association qui doit être investie et validée par rapport à dire quel type de mécénat on peut accepter ou pas. Voilà, c'est très important que toute l'association y soit voilà, au courant, voire le valider avec les CA. Et aussi parce que parfois, tout seul, ça dépend le poste qu'on a dans l'assaut. Il y a des entreprises qui veulent voir le DG, des autres peut-être ça ne va pas les intéresser, vont voir le président. Et c'est important parce que parfois, moi, j'ai vu des assos qu'il y a des salariés ou des personnes qui sont très motivées. Ils disent oui, mais mon CA, il ne me valide pas, j'arrive pas. Et on voit voilà, des difficultés là-dessus qui parfois voilà, ne sont pas considérées juste comme ça, un petit. Comme beaucoup de projets, hein, de toute façon, et surtout en tant que porteur de projet, effectivement, il faut prioriser certaines choses et bien arrêter ses valeurs. Donc, forcément qu'il va falloir mettre de côté d'autres dimensions ou travailler autrement en fonction de la temporalité et des urgences du moment. Il y avait une remarque de Lucas pour Andrea. Je ne sais pas si vous avez vu Andrea, qui voulait avoir des éléments sur le tiers-lieu. Oui. Ouais, c'est bon. Voilà, j'ai répondu, mais on aura les contacts de tout le monde ou pas? Comme d'habitude, non? Pas du tout, toujours. pas du tout. Non. Là, c'est toujours pareil. En fait, ça dépend des toujours. gens. Alors, le contact de Julie, vous l'aurez effectivement parce que vous aurez la présentation. Par contre, là, c'est comme d'habitude. Est-ce que vous êtes intéressé par avoir le contact des différentes personnes? Si tout le monde me dit oui, on met les adresses en clair. Si personne me répond, il faut. Ouais, mais là, il y a du monde, donc peut-être tout le monde est peut-être pas chaud. Je vais mettre mon mail là pour Lucas. Oui, c'est mieux comme ça. Voilà, et mieux comme ça, puis ça sera plus simple. C'est plus facile. Ouais. Le seul
problème, c'est qu'il y en a, enfin moi par exemple, j'ai pas du tout accès aux messages. Du coup, s'il y a des choses qui peuvent nous intéresser, malheureusement, on ne sait pas, on n'a pas du coup accès et on n'a pas les informations des autres personnes qui pourraient peut-être nous intéresser. Donc comment on fait? Dans ce cas-là, quand vous allez recevoir les éléments de présentation, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail comme quoi vous voulez communiquer vos coordonnées, et puis dans ces cas-là, on les transmettra à tout le monde. D'accord. Également dans le chat, nous avions une remarque de Caroline qui vous remerciait Julie pour cette présentation qu'elle a trouvée très intéressante. Ah, merci. Voilà. Très important à dire. C'est toujours plaisir. Voilà. Est-ce qu'éventuellement il y a d'autres questions? Une dernière question. Moi, j'aurais une question par rapport au fonds de dotation amiénois. Vous en avez parlé et du coup, j'aimerais avoir un peu plus de renseignements si possible. Oui, bien sûr. Alors, vous trouvez, c'est fondationm.org. C'est Tom Patard qui a créé ce fonds de dotation qui est tout jeune et qui est plutôt parti sur des thématiques patrimoine, insertion et développement durable. Ok, merci. Donc, sur un site internet, vous pouvez les trouver. fondationm.org. Ok. Ah, du coup, c'était bien le site internet sur lequel j'étais tombé. Mais du coup, la fondation est basée à Bruxelles. Ah non? C'est ce qui est écrit dans les Tombé. contacts, c'est pour ça. Célestin voit tout. Hein. C'est écrit Fondation M, Fondation d'utilité publique, avenue de Terruven, 1040 Bruxelles. Ah non, elle est à Bob. Bah oui, c'est Alors, pour ça. c'est pas la bonne adresse mail, excusez-moi. Hop. Bon, je vous retrouverai, Célestin, le bon contact, vous le mettrai dans le mail aussi. Merci beaucoup, Julie. Eh bien, on va en arrêter là. Il est 11h31. Merci pour votre participation. Merci à Julie pour son information très très intéressante, très détaillée et qui donne envie d'en savoir plus. J'espère que le mécénat vous donne envie. J'espère que vous vous êtes rendu compte que c'était pas si difficile que ça à mettre en place. Il fallait bien insister sur l'écosystème local. Et donc, voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous pour qu'on vous aiguille aussi sur la mise en place de stratégies de mécénat et éventuellement, effectivement, on relaie vers Julie avec plaisir. Et bah, je vais vous souhaiter une bonne journée et vous dire à bientôt pour un prochain webinaire. Bonne journée à tous. Merci. Merci beaucoup, Julie. Merci C'était beaucoup. super. Merci à tous. Bonne journée. Merci à tous. Merci. Bonne journée à tous. Trop tard.